Un soir, un homme en costume marche dans la rue. Il se dirige seul, droit vers le plus grand casino clandestin de la ville. Je suis là pour récupérer ce qu'on me doit. Dès son entrée, il exige que le patron vienne payer sa dette. Les joueurs me disent de foutre le camp. Une raclure comme moi ne devrait pas faire de vagues ici, mais leur boss sait que je ne plaisante pas. Il se lève pour négocier et réclame quelques jours de plus. Je ne perds pas mon temps en bavardage. Crache l'argent. Maintenant, le boss me dit de faire attention à comment je parle et de revoir le montant que je demande. Puis il claque une hache devant moi. T'es sûr que c'est le bon montant? Mais je ne bronche même pas. Je lui dis calmement de ne pas faire trop le malin. Il laisse tomber la comédie et balance sa hache droit sur moi. Je penche à peine la tête et j'esquive le coup. Je réduis la distance et j'arme mon poing droit. Un seul coup de poing dans la gueule. La hache lui échappe des mains. Je plante mon pied sur sa poitrine et je ramasse la hache par terre. Dernier avertissement, 100 millions de capital, 3% d'intérêt mensuel. Le total s'élève maintenant à 109 millions. Il continue de l'ouvrir et dit que je ne le tuerai pas. Pas avant d'avoir l'argent entre les mains. Je ne le laisse pas finir. J'enfonce le côté plat de la hache dans son épaule, puis je lève la hache bien haut. Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer qu'il paie jusqu'au dernier centime. Un instant plus tard, je me tiens à la porte avec 2 sacs de billets. Mon équipe se précipite pour les prendre, se bousculant pour louer ma nouvelle victoire. Je n'écoute pas un mot de leur flatterie. J'enlève ma veste tachée de sang et je dis à l'un d'eux de m'apporter une chemise propre. Il prend la veste et dit que le prochain boulot devrait être bien plus simple. J'ouvre le dossier. Simple. Ouais. C'est ça. Puis je me fige. Le visage sur la photo d'identité fait ressurgir un passé que j'ai passé des années à enfouir. L'équipe est impatiente. Ils veulent s'occuper de ça eux-mêmes, à ma façon. Je leur tourne le dos. Jen est encore un. Je sors. Je descends les escaliers marche après marche, une sensation de lourdeur s'installant dans ma poitrine. Le débiteur est à genoux et me supplie de le laisser partir. Je ne cède pas. Je prends tout ce qu'il possède. Je ne suis là que pour prendre ce qui m'appartient déjà. Je le regarde de haut avec froideur. Je le regarde pleurer, le visage trempé, la voix faible, implorant pitié, et je commence à me demander ce que tout ça signifie vraiment. Est-ce ça la justice, ou est-ce que je détruis juste des gens jour après jour de mes propres mains? Je croise les mains derrière le dos et je m'éloigne. Ayez les 28 300 000 restants prêts pour la semaine prochaine. Son visage se tord de rage. Il hurle que je vais pourrir en enfer. Je continue de marcher, ma voix résonnant dans le couloir. Même en enfer, je récupérerai ce qu'on me doit. De retour chez moi, je m'enfonce dans le canapé et je fume en silence. Mon esprit s'égare vers mon père, noyé sous les dettes. Jour après jour, il s'agenouillait par terre pour supplier les créanciers de lui accorder un peu plus de temps. J'ai vu tout ça. Je ne pouvais que penser à quel point il avait l'air pathétique. Cet homme brisé était mon père. Quand ce fut finalement mon tour d'affronter les dettes, je ne savais même pas ce que signifiait renoncer à un héritage. Je me suis juste retrouvé à genoux devant les créanciers. Au moment où j'ai compris que j'allais devenir comme lui et vivre cette même vie brisée, j'ai pris une décision. Alors que les créanciers me hurlaient au visage, j'ai dit calmement, j'ai un moyen de payer. Le regard dur. Chaque mot pesé. Faites-moi travailler. Je ferai les recouvrements pour vous. Des années plus tard, je suis le chef des recouvrements. Costume impeccable. Je passe en revue des piles de dossiers de dette. Puis un visage dans un dossier me glace le sang. Une prof de lycée. Et juste comme ça, des souvenirs enfouis commencent à refaire surface. Plan sur un homme ordonnant à son gars d'aller recouvrer la dette d'une prof, lui disant d'arrêter de glander. Le gars répond que leur chef des recouvrements s'en occupe personnellement. L'homme n'y comprend rien. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans le lycée baigné de soleil, je la cherche déjà. Dans le couloir, je lui barre la route. Yeon, dis-je froidement. Tu n'aurais vraiment pas dû t'endetter. Son visage blêmit. J'étale les chiffres. 10 millions de capital, 3 millions d'intérêts. Je me rapproche. Tu paies. Tout de suite. Je soutiens son regard et je prononce les mots que je ne pourrai jamais oublier. Ne touche jamais, au grand jamais, aux dettes. C'est la seule leçon que notre père nous a laissée. Ses yeux rougissent. Elle n'arrive pas à me regarder. Une expression complexe traverse son visage. Puis elle tend la main et agrippe ma veste. Le bout de ses doigts tremble. En larmes, elle murmure, « S'il te plaît, sauve-moi. » À ce moment-là, un élève tourne le coin. Mademoiselle Kim. Il lui tend une pile de devoirs ramassés. Kim Yeon lui dit de la poser sur le bureau. J'interviens. Juste un professeur de la classe d'à côté. Je suis là pour voir Mademoiselle Kim à propos de quelque chose. En me retournant pour partir, je dis à Yeon de me retrouver au portail de l'école après les cours. Il est temps de régler nos comptes. Un dernier mot. Ne pense même pas à t'enfuir. Je vais m'en occuper comme il faut. Je reste dans la rue à fumer. Une tempête de conflits et de détermination à laquelle je ne peux échapper. Dans mes souvenirs, Yeon me hurlait dessus. As-tu oublié comment papa est mort? Ses poings étaient serrés, des larmes menaçant de couler. Les agents de recouvrement l'ont poussé à la mort. Et toi, tu vas devenir l'un d'entre eux. Elle a tourné les talons et s'est éloignée, laissant derrière elle les mots qui blessent le plus profondément. Si c'est la vie que tu veux, ne reviens jamais. Je n'ai pas besoin d'un frère comme toi. Retour au présent. Je lève les yeux vers le ciel. Kim Yeon, 10 ans plus tard, et tu es devenu exactement ce que tu méprisais. Puis un message de Yeon arrive.
Je me demande quelle excuse elle pourrait bien. Je ne finis pas de le lire. Je jette violemment mon téléphone par terre. La rage m'envahit. Mon regard s'assombrit. Je cours. À l'école, les élèves s'attardent au lieu de rentrer chez eux. Tous les regards sont tournés vers le bâtiment principal. Je sprinte à travers la cour en priant pour ne pas arriver trop tard. Les élèves lèvent les yeux vers le soleil couchant. Une femme se tient sur le toit, sa silhouette fine et immobile. Kim Yi ferme les yeux. Aucune peur. Elle avait déjà fait son choix. Elle parle doucement. Oppa, je pensais que les usuriers étaient la chose la plus terrifiante au monde. J'avais tort. Il y a de pires démons là-dehors. Les gens qui m'ont poussé à emprunter aux usuriers. Les gens que je craignais le plus. Je voulais tellement être un bon professeur. Maintenant, je ne peux que rire de ma propre naïveté. Il s'avère que cette salle de classe était le véritable enfer depuis le début. Je voulais juste que ça s'arrête. Je suis désolé de t'avoir appelé ainsi et de partir sans rembourser ce que je te devais. Et quand nous nous sommes croisés dans le couloir, j'ai failli craquer. Quand j'ai réalisé que j'allais finir exactement comme notre père, brisé et humilié, quelque chose a broyé ma poitrine pour ne plus me lâcher. À ce moment-là, j'ai pris ma décision finale. Je suis fatigué de cette vie. Je refuse de continuer à être l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Cette fois, laisse-moi prendre le contrôle. Je suis désolé, Oppa. Dans mes souvenirs, je me cachais derrière un pilier et je regardais mon père s'effondrer. Jean se frottait les yeux en me cherchant. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas la laisser me voir comme ça. J'ai serré Jean fort contre moi, la voix brisée. Ne regarde pas. Yen, je ne peux pas te laisser voir ça. Puis j'étais à genoux devant les agents de recouvrement. Ils m'ont demandé avec un sourire narquois pourquoi Jen était arrivé là. J'étais trempé de sueur froide, la gorge nouée. Si je ne pouvais pas effacer cette dette, Yen serait entraînée dans un gouffre sans fond dont elle ne pourrait jamais sortir, et elle y a été entraînée de toute façon. Les veines de mes yeux me brûlaient. J'avais juré que je ne la laisserais jamais être blessée. J'avais déjà transféré 13 millions pour elle. Je pensais que c'était ma dernière carte. Tout ce que j'avais sacrifié pour sa sécurité. J'avais tort. Des semelles en cuir sur le sol du couloir, ce son sourd fait résonner la voix de mon père de cette nuit-là. Il m'a dit, ne touche jamais aux dettes. Je suis un imbécile. Il aura fallu voir ma sœur se jeter de ce toit pour réaliser que je ne savais rien de ce à quoi ressemble vraiment l'enfer sur Terre. Cette salle de classe est un véritable enfer. Le harcèlement, les manigances, et des vies consumées par les dettes, tout cela se répand silencieusement entre ces bureaux. En regardant les élèves rire et jouer, je pensais autrefois que des expressions comme le gouffre des dettes n'étaient que des épouvantails pour des enfants innocents comme eux. Maintenant debout à l'avant de la classe, je leur dis avec une indifférence glaciale, je suis votre nouveau professeur. Je vais remplacer Kim Yeon. Au premier rang, le délégué de classe, celui qui avait ramassé les devoirs de Yeon, écoute attentivement, les doigts croisés. En un éclair que personne ne remarque. Un sourire froid étire le coin de ses lèvres. Le jeu des dettes. Il est temps de commencer. Je m'appelle Kim Sang. Je me réjouis du temps que nous allons passer ensemble. Et encore une chose, vous avez intérêt à espérer que je ne découvre jamais que l'un de vous a des dettes. Ailleurs, le chiffre faramineux de 10 milliards de wons laisse le député trempé de sueur froide. Le président de Junong Corp s'adosse avec un sourire narquois. Pour m'inviter dans une suite de luxe comme celle-ci, vous devez être assis sur une montagne d'argent, monsieur le député. Le président Wang Biu-neon n'édulcore pas la situation. Remboursé. Vous ne survivrez pas aux intérêts. Alors que le député ouvre la bouche pour protester, des pas lourds à l'extérieur lui coupent la parole. Un homme imposant pousse la porte. Il a un message urgent à transmettre. Il se penche à l'oreille de Biu-neon et murmure à voix basse. Le président se lève et se dirige vers la porte. Apportez l'argent la prochaine fois. Le membre du Congrès essaie de le retenir. Il demande plus de temps pour discuter de la dette, mais le président sort quand même. La scène passe à la cérémonie commémorative de Yeon. Là, le président s'agenouille devant son portrait, la tête baissée en silence. Je le remercie d'être venu. Tout s'est passé si vite. J'ai une petite faveur à vous demander. Pendant le dîner, je lui ai demandé de m'obtenir un poste de professeur dans le lycée de Yeon. Il pense que je devrais laisser la police s'en charger. C'est trop dangereux d'y aller seul. Je relève la tête. Je veux les affronter moi-même. Régler ça à ma façon. C'est la meilleure carte que j'ai à jouer, et je ne laisserai pas tomber mon travail habituel. Le président éclate de rire, se moquant de l'idée que j'utilise un poste de prof pour régler la dette de sang de ma sœur. Puis son expression se durcit. Je vais t'aider, mais tu m'en devras une. Comme prévu, je suis maintenant le professeur principal de la classe 3A2, chargé de la politique et de l'économie. Je pose mes deux mains sur le pupitre. C'est moi qui reprends cette classe. Les filles au premier rang ricanent et me demandent mon numéro. Les garçons me chambrent sur ma carrure et spéculent sur mon passé. Je me détourne. Pas de questions. Ouvrez tous vos livres. Je m'arrête à la porte. Encore une chose. Mademoiselle Kim était quelqu'un de bien. Alors pourquoi a-t-elle choisi de mourir? Silence. Personne ne répond. Et dans ce silence, je comprends. Tout le monde dans cette pièce sait quelque chose. Il n'y a aucun innocent ici. Dans la classe, le délégué retourne la question dans sa tête. Pourquoi le nouveau prof demanderait-il ça? Puis ça le frappe. Je m'étais présenté comme un professeur de la classe d'à côté. Les pièces du puzzle s'assemblent. Kim Yeon, Kim Sang,
un lent sourire se dessine. Si vous deux êtes frères et sœurs, ce jeu vient de devenir très intéressant. Dans la salle des profs, j'épluche les dossiers des élèves. Mes collègues n'arrêtent pas de dire à quel point la classe 3A2 est exemplaire. De bons gamins, aucune plainte des parents. Chaque mot résonne comme une mauvaise blague. Je n'arrête pas de me demander, s'il était si facile à vivre, pourquoi Yeon a-t-elle fini comme ça? Dehors, sur le terrain, les élèves tapent dans un ballon en riant, insouciants, la parfaite image de l'innocence. D'après les dossiers, la classe 3A2 est la classe modèle du lycée. Officiellement, leur relation avec Yeon est chaleureuse et harmonieuse. Je passe en revue le moindre des journaux de bord et dossiers de classe de Yeon. Pas la moindre trace de harcèlement. Son visage défile dans mon esprit, la façon dont elle m'a regardé quand elle a agrippé ma veste en me suppliant de la sauver. Qui l'a poussé à faire ça? Je me dirige vers le bâtiment. Qui sont ces démons dont tu parlais, Yeon? Puis un cri derrière moi me glace le sang. Tu es en train de dire qu'on te doit de l'argent? Tu cherches à te faire tabasser? Tu nous as donné ça, un point c'est tout. Un groupe de voyous encercle une fille. Piégée au milieu, la fille murmure d'une voix presque inaudible, votre paiement a 2 mois de retard. Ça me rappelle quelque chose d'il y a quelques jours. J'étais debout à l'entrée du funérarium, faisant mes adieux aux personnes en deuil. Une fille en uniforme scolaire est passée en courant, me frôlant sans même un regard en arrière. Elle criait Mademoiselle Kim, et j'ai vu son visage clairement. Son nom est Baek So-yeon. Retour au présent. Le voyou aux cheveux roux fait semblant d'accepter de payer. So-yeon demande timidement, vraiment? Elle confirme le montant, 500 000 wons. Il balaie ça d'un geste comme si ce n'était rien. Quelque chose de répugnant se cache juste en dessous. Puis il la gifle. Son expression change instantanément. Il la traite de radine, à faire une scène pour 500 000 wons. Le voyou roux la traite d'idiote. Si elle ne voulait pas des nuits, elle n'aurait dû prêter d'argent à personne. Tout ça, c'est de sa faute. Puis il la rappelle. As-tu vraiment besoin de cet argent à ce point? Il lui propose un marché. Qu'elle les accompagne dans un karaoké ce soir, et il la remboursera. En partant, il lui dit de bien s'habiller. L'un de ses potes ricane, c'est ton genre ou quoi? Changement de plan pour une supérette. Le propriétaire hurle sur la mère de So-yeon, vous avez 2 mois de retard. Toute votre caution a été engloutie. Sa mère essaie désespérément d'expliquer que la caisse a été volée, mais le propriétaire ne croit pas un traître mot. Il se retourne vers So-yeon, exigeant de savoir si elle est juste restée là à laisser entrer un voleur. La fille reste silencieuse. Les souvenirs remontent à la surface. Park Dae-jong, le roux, lui avait autrefois emprunté 500 000 wons en promettant de la rembourser en un rien de temps. Elle avait essayé de refuser, prétextant qu'elle n'avait pas cette somme, mais il a tout de suite fait pression sur elle. Les voyous avaient jeté leur dévolu sur le magasin de sa mère, l'utilisant comme moyen de pression pour la piéger avec leurs menaces, alors So-yeon a fini par craquer. Terrifiée et acculée, elle a discrètement pris l'argent dans la caisse. En regardant sa mère s'excuser encore et encore, la culpabilité est étouffante. Elle doit récupérer cet argent. Soudain, le téléphone sonne. Elle tressaille. Son esprit est un flou chaotique. Elle fixe l'écran, des sueurs froides la parcourent, s'enfonçant plus profondément dans le piège. Cette nuit-là, l'enseigne d'un bar karaoké clignote au néon dans l'obscurité. C'est ici qu'on lui a dit de venir. So-yeon frappe à la porte de la salle 3, le cœur battant à tout rompre. Dae-jong ouvre la porte et lui fait signe d'entrer. À l'intérieur, les autres éclatent de rire en la traitant de naïve. So-yeon ne se laisse pas démonter. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour mon argent. Dae-jong passe nonchalamment un bras autour d'elle en arborant un sourire hypocrite. Pas besoin d'être aussi sérieuse. Susurre-t-il. Il se penche tout près. Le sous-entendu est clair. Il attrape sa veste, ses intentions malveillantes pleinement dévoilées. En larmes, So-yeon se débat. Lâche-moi. Je suis juste venu chercher l'argent. Dae-jong la maintient fermement et aboie un ordre à son larbin de l'asperger d'eau. C'est alors que j'apparais dans l'embrasure de la porte. Retire tes sales pattes d'elle, le rouquin. Si tu ne veux pas finir en sang, dis-je d'un ton froid et plat, rembourse-la et rentre chez toi. So-yeon dévisage l'homme en costume et a un déclic. Lors de la cérémonie funéraire de Yeon, pendant qu'elle sanglotait devant l'autel, un homme se tenait là. C'était lui. Dae-jong ricane. T'es qui, bordel, pour débarquer ici comme si tout appartenait? L'un des autres me reconnaît. C'est le nouveau prof principal qui a commencé aujourd'hui. Dae-jong repousse So-yeon sur le côté et me fait face. Il continue de fanfaronner, disant qu'il va m'écraser au sol sous les yeux de So-yeon. Avant même qu'il ne finisse sa phrase, mon poing s'écrase sur son visage. Le sang gicle. Dae-jong est projeté en l'air et s'écrase lourdement au sol, tandis que So-yeon regarde, pétrifié. Aux funérailles, je lui avais dit qu'elle était la seule élève à être venue. Je l'en avais remerciée. Je lui avais alors dit que tous ceux qui ont une dette, je me souviendrai de chacun d'eux, et ils paieront dans le sang. Tu as emprunté 500 000 wons à Baek So-yeon, sans aucune trace écrite, bien sûr. J'applique un taux de 30% par cycle. Tu as 8 semaines de retard, ce qui porte la dette totale à 4 078 653 $ et 1 cent. Alors tu ferais bien de commencer à supplier ta mère pour de l'argent de poche demain. Dae-jong serre les dents. Je n'ai emprunté que 500 000. C'est de la folie. Je le regarde de haut. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Mais à partir de maintenant, je vais rendre ça juste. Pendant ce temps,
à l'extérieur du bar karaoké, un type surveille l'entrée tandis qu'un autre se demande à voix haute pourquoi le patron viendrait ici juste pour draguer. Celui en bleu le coupe. Ferme-la. Le patron est de toute évidence ici pour recouvrer une dette. Pourtant, même lui est perplexe. Pourquoi le meilleur agent de recouvrement du pays s'embêterait-il avec une bande de morveux? De retour dans la pièce, Daejeon est au sol, du sang sur la lèvre, toujours de défi. Ses deux amis pètent les plombs. Un tout nouveau prof vient de tabasser des élèves et de les racketter. Je les corrige. La voix basse. Je règle un litige financier entre élèves. Corriger les liens financiers toxiques entre élèves fait partie du travail d'un professeur. Il continue de jouer les durs. N'oubliez pas. C'est vous qui avez frappé en premier. Bordel. Il n'y a plus rien à dire. Tous les trois se ruent sur moi en même temps, hurlant qu'ils vont me battre à mort. Je penche la tête, sans la moindre trace de peur, et ris presque de voir à quel point ils se surestiment. En un instant, un poing s'écrase sur le visage du premier. Un os craque. Du sang éclabousse. Le suivant se jette sur moi. J'esquive sur le côté et contre-attaque d'un coup puissant. Daejeon ne le voit même pas venir. Mon poing est déjà sur son visage. Son nez s'enfonce. Le sang coule à flot. Je m'approche d'eux. Ma voix est d'un calme mortel. Vous avez un jour. Réglez la dette demain avant 17 heures. Je baisse les yeux vers Daejeon tout en écrasant la semelle de ma chaussure contre sa tête. Il se met à trembler de façon incontrôlable. Je le regarde droit dans les yeux. Si l'argent n'est pas là d'ici là, tu préféreras être en enfer. Je jette un coup d'œil à Soyeon, qui se tient là, abasourdi. Arrête de fixer comme ça. Il est temps d'y aller. Soyeon me remercie de dos, disant que je lui ai sauvé la vie et voulant me rembourser d'une manière ou d'une autre. Elle regarde ma silhouette s'éloigner en se demandant, pourrait-il être le frère de mademoiselle Kim? Et par-dessus le marché, c'est un professeur de notre école. C'est bien trop troublant pour n'être qu'une simple coïncidence. Finalement, Soyeon s'avance et m'arrête. Êtes-vous venu ici pour enquêter sur ce qui est arrivé à mademoiselle Kim? Alors vous n'auriez pas dû m'aider. S'il signale ce qui s'est passé ce soir, vous serez renvoyé demain. Je ne ralentis pas. La lumière se reflète sur mes lunettes. Voyons si l'on le cran. La lumière du matin frappe les vitres de l'école, d'un blanc aveuglant. À l'intérieur, le brouhaha de la classe est à son comble. Quelqu'un regarde une vidéo sur son téléphone, la bagarre d'hier soir. L'expression de Soyeon se crispe. L'angoisse en elle grandit à toute vitesse. Soudain, l'un des voyous de la veille s'approche d'elle, cachant à peine son agressivité. Il lève son téléphone pour montrer un virement effectué. Je t'en supplie, laisse couler. J'ai payé. À l'autre bout de la pièce, Daejeon fronce les sourcils, marmonnant son mécontentement face au choix de son ami. Après les cours, il l'attrape par le col. Pourquoi bordel as-tu payé? Le visage du voyou blond devient tout rouge. Tu n'as aucune idée d'à quel point il est dangereux. Il nous tient tous. Après que l'homme a quitté le bar karaoké hier soir, certains ont même parlé d'aller voir la police ou l'école. C'est là que tous leurs téléphones ont sonné en même temps. Le bruit strident de la notification les a figés sur place. Le blond a fixé l'écran, le visage décomposé. Ce message groupé lui a glacé le sang. Le message contenait toutes leurs infos personnelles, tous leurs secrets, même les adresses de parents éloignés qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Le voyou en gris est d'accord avec le blond. Il paie aussi. Il s'agrippe les cheveux, désespéré de payer avant que son père ne l'apprenne. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir de payer. Personne ne veut se frotter à ce prof. Daejeon est furieux, mais il ne peut rien faire. C'est juste de la malchance. En classe, il s'assoit la tête entre les mains, hésitant à payer ou non. Et l'amère ironie, c'est qu'il n'a même pas l'argent. Il a tout perdu dans les crypto-monnaies. J'ai remarqué que quelque chose clochait. Je m'avance vers lui d'un pas lent et assuré pour lui rappeler qu'il est presque 17 heures. Interdit de rêvasser en classe. Laisse ses pensées inutiles à la maison. Dans le couloir, Daejeon passe sa rage sur la rang. Chaque insulte transpire le désespoir. La voix du délégué de classe retentit par derrière. Le nouveau prof principal te donne tant de fil à retordre? Il s'avère que OMY-Jun sait déjà tout. Il l'a appris par les amis de Daejeon. Y-Jun l'arrête. Il dit qu'il a un moyen d'éviter à Daejeon de payer. À 17 heures, je me tiens en bas du bâtiment de l'école en attendant Soyeon. Je lui demande si tous ceux qui lui devaient de l'argent ont payé. Justement, Daejeon est aussi venu me chercher. Soyeon dit que tout le monde a payé sauf Daejeon. Daejeon écarte les mains. Je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce que tu vas y faire? Tu as utilisé mes infos personnelles contre moi. Eh bien, j'ai aussi un truc sur toi. Il veut échanger ce qu'il sait sur la mort de Kim Yeon contre sa dette. Il veut savoir si ça m'intéresse. Je m'avance vers lui. Chaque pas dégage quelque chose de mortel. Le rouquin, qu'est ce qui te fait croire que tu es en position de négocier? Pas d'argent? Alors prépare-toi pour l'enfer. Je serre la gorge de Daejeon d'une main, resserrant lentement ma prise. Lentement. Il va apprendre ce que coûte une dette. Plan sur le faisceau d'un phare balayant la mer. Le vent poussait le bruit des vagues droit dans mes oreilles. Je savais que cette nuit-là ne serait pas calme. Le collecteur à côté de moi a ricané et m'a dit de bien regarder. Ma gorge s'est nouée. Les cris de l'homme devenaient plus forts, prêt à payer n'importe quoi pour vivre. J'ai fixé dans sa direction, le regard pesant. Il était enroulé dans un filet de pêche, le visage rouge, plaqué contre le bord du bateau à se débattre. C'était la scène à laquelle je devais m'habituer.
J'ai regardé son visage se crisper et j'ai senti mon estomac se retourner. Maintenant, le visage de Daejeon ressemble exactement à celui de cet homme dans mes souvenirs, tordu de douleur. Je maintiens ma prise sur sa gorge, le visage impassible, en l'écoutant supplier, mais je ne peux pas le tuer. Ce rouquin détient toujours la vérité dont j'ai besoin. Je le lâche. Daejeon s'effondre au sol, toussant et haletant. Il paiera ce qu'il doit. Dégage d'ici. Ce n'est que le début. Le véritable enfer t'attend encore. Dès que je pars, Daejeon se tient la gorge en jurant. Sa mère est morte jeune. Son père est à l'étranger. Que peut bien lui faire un prof? Ce qu'il ne sait pas, c'est que mon équipe est déjà garée dehors, prête à offrir à cet idiot des adieux dignes de ce nom. Un type l'attrape par derrière, lui couvrant la bouche. Une forte odeur chimique envahit ses narines. Daejeon se débat de toutes ses forces, mais aucun son ne sort. Sa vue se brouille. Il perd connaissance. Plus tard, Léo de mer glaciale le frappe et le réveille. Il se redresse en sursaut, en toussant. Un pêcheur le regarde de haut. Tu comptais dormir encore longtemps? Tu veux éponger ta dette. Tu bosses. Maintenant. Daejeon observe ce qui l'entoure. Il est seul sur un bateau de pêche en pleine mer. Désormais un simple ouvrier sur ce navire. Il grince des dents. Faites demi-tour tout de suite. Qui bordel a accepté de bosser ici? Le pêcheur l'attrape par les cheveux. Pour qui tu te prends, putain? Tu bosses ou tu sautes par-dessus bord? Tous les gars sur ce bateau meurent d'envie de te faire la peau, le rouquin. Pendant les jours qui suivent, Daejeon ne fait pas que travailler, il devient le punching ball de l'équipage. Au moment où il se traîne jusqu'au lycée, Daejeon n'est plus qu'un cadavre ambulant. Il murmure dans un souffle. C'est enfin fini. Fini les emprunts. Fini les usuriers. Non. C'est loin d'être fini, lui dis-je. Ton chemin vers le remboursement ne fait que commencer. Le jour où tu as embarqué, tu as raté ton paiement. 1 359 000 avec les intérêts, ça monte à 1 767 000. 10 jours sur ce bateau ont rajouté encore plus d'intérêts. Le total actuel est de 2 297 000. Le salaire journalier à bord est de 170 000. Après les frais d'apprentissage et la part de l'agence, tu empoches 70 000 par jour. 10 jours, 700 000 de remboursés. Tu dois encore 1 597 000 et des poussières. Tu y retournes la semaine prochaine. Tu aimes ta vie d'endetté, le rouquin? L'esprit de Dedion se vide. Il n'arrive pas à prononcer le moindre mot. Ce soir-là, je fouille encore dans les dossiers des élèves. Mon informateur me dit que leurs dossiers sont trop propres, suspects même. Et il y a un nom dans ce groupe auquel même mon équipe d'enquêteurs refuse de toucher. EOM Yejin, parfait en apparence, sans la moindre faille, mais ce qui se cache en dessous n'est pas fait pour voir la lumière du jour. Puis Daejeon m'envoie un message, il veut qu'on se voie dans une salle d'arcade, disant qu'il a repris ses esprits et rassemblé l'argent. À un bout de la salle d'arcade, Daejeon attend debout. Yujin a déjà tendu le piège. Il ne leur reste plus qu'à attendre que je fonce dedans. Je me pointe comme convenu. Le rouquin, où est l'argent, où tu cherches à te faire encore défoncer? J'ai déjà repéré les hommes de main dehors. Aucun d'eux ne vaut la peine de s'inquiéter. Ils m'encerclent. Daejeon pose ses conditions. 2 conditions, et il me laisse partir. Premièrement, effacer complètement la dette. Deuxièmement, quitter le lycée immédiatement et ne plus jamais revenir. Je fais un pas vers lui. Qui t'a poussé à faire ça? Qui tire les ficelles? Daejeon panique et hurle aux hommes de main de bouger. Il veut me voir saigner. Un homme de main balance une batte vers ma tête. Je fais un pas de côté. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, ma main gauche est déjà en mouvement. Je frappe son visage de la main et le jette à terre. Il percute violemment le mur. Le verre se brise. Il s'effondre contre le mur. Du sang éclabousse mes lunettes. Mon col. Je plonge mon regard dans celui de Daejeon, pesant chaque mot. Qui a planifié ça? C'est vraiment tout ce que tu as? Amenez-vous. Tous autant que vous êtes. Les hommes de main chargent en poussant un rugissement. Des gouttes de sang s'étalent sur mes verres. Le vrai spectacle commence. Le bruit des impacts résonne dans le couloir. Le sang vole. 1, 2, puis un autre. J'esquive sur le côté. Je resserre ma prise autour de la gorge d'un type. Le verre explose sous mon poing. Merde. Les tueurs me submergent en hurlant. Celui de devant hurle qu'il va me tuer. Puis quelque chose le frappe, son visage réduit en bouillie. D'un coup, 5 au tapis. Le chef s'écroule. Les autres continuent d'avancer. Un coup s'abat. Les cris emplissent l'air, à peine une tache sur ma manche. Il est temps que celui qui se cache derrière tout ça montre son visage, dis-je. De l'autre côté de la salle d'arcade, Daes est déjà défilé, terrifié à l'idée d'être pris. Je me tiens au milieu du carnage. Tu n'as nulle part où fuir. Daejeon se cache dans la cage d'écalier, appelant désespérément à l'aide. À l'autre bout du fil, Yijun demande d'abord ses honoraires. Déployer autant de monde n'est pas donné. Daejeon lui hurle dessus. Il croule déjà sous les dettes. Il n'a plus rien à donner. Des bruits de pas résonnent dans la cage d'écalier. Il réalise que les hommes de Yejin l'ont déjà encerclé. Ailleurs, surplombant la ville, l'expression de Yejin est calme et sérieuse. Le jeu ne fait que commencer. De retour dans le couloir, les retardataires reprennent encore leur souffle. Pas un seul d'entre eux n'a récupéré. Un capitaine aux cheveux blancs ouvre la porte d'un coup de pied, furieux contre son équipe pour ce désastre. L'homme aux cheveux blancs ricane, il veut savoir qui je suis, quelqu'un qui se bat comme ça. L'un des hommes tremble en répondant,
un prof. Il s'appelle Kim Sang. L'homme aux cheveux blancs abat son poing. Vous n'avez pas réussi à abattre un seul prof? Kim Sang, on dirait qu'il est temps de se revoir. De mon côté, je pousse la porte du bureau. Mon gars travaille encore tard. Je lui dis de rentrer chez lui. Il dit qu'il travaille dur pour devenir un usurier comme moi, que je suis le meilleur recouvreur de dettes de Corée, son modèle. Je ricane froidement. Tous les recouvreurs dans ce milieu sont des ordures. Quand on mourra, on ira tous droit en enfer. Chacun d'entre nous. Tu piges? Dans mes souvenirs, il s'est agenouillé par terre et m'a supplié de l'engager comme recouvreur pour qu'il puisse gagner assez pour payer sa dette. La raison, économiser pour l'opération d'un membre de sa famille, a ravivé tout ce que j'essayais d'enfouir. Je me vois en lui, mais je ne veux pas l'entraîner dans ma chute. En partant, je lui dis, une fois la dette de l'opération réglée, tire-toi immédiatement. Je sors dans la nuit et quelque chose devient évident. Daejeon n'a jamais eu l'argent pour engager des tueurs et exiger mon départ de l'école. Je comprends maintenant. Quelqu'un connaît la vérité sur la mort de Yeon, et ils veulent que j'arrête de creuser. Je m'arrête. J'ai oublié ma cravate. Au bureau, mon gars sort déjà pour me l'apporter. Puis on frappe à la porte, mais ce n'est pas moi. Je suis encore dans la rue sur le chemin du retour. Je pousse la porte. Il est assis là, couvert de sang. Je presse 2 doigts sur son cou. Il y a encore un pouls. Les blessures ne venaient pas d'une lame ou à main nue. Ça fait tilt instantanément. C'était une embuscade qui m'était destinée. Franchement, cette embuscade est insultante. J'encaisse le coup sans broncher. Choi Muchol. Les ennuis viennent te chercher. Le chef des recouvreurs de gars à Capitale. Choi Muchol lève un marteau taché de sang. Des ennuis? Où ça? Il balaie ça d'un geste. Manier le marteau fait juste partie du boulot. Je le préviens que ça va dégénérer en conflit d'entreprise. Muchol dit que j'ai commencé. J'ai frappé ces hommes en premier. Maintenant, il a toutes les raisons d'en finir. Il incline le marteau, le sang coulant encore. T'as pas d'y être? Choi Muchol, mon ancien capitaine, le regard tranchant comme une lame, ne vit que pour tuer. Dans mes souvenirs, Muchol se dressait au-dessus de moi, le visage tel un nuage d'orage, harcelant la jeune recrue que j'étais. Il alliait mes poignets avec une chaîne, sa voix dépourvue de chaleur. Dans ce métier, il n'y a qu'une seule règle, récupérer l'argent par tous les moyens nécessaires. Pigé? Tu laisses tes émotions prendre le dessus. Entrer dans ce milieu pour le bien de ta sœur. Il a planté son regard dans le mien. Un sourire empli d'un amusement cruel. Quoi? Tu n'apprécies pas l'entraînement que je donne aux nouvelles recrues? Alors commençons par une côte cassée et on verra ensuite. Le temps s'est écoulé comme du verre brisé hurlant à mes oreilles. Et maintenant, il ricane. Un petit merdeux comme toi ose porter l'insigne de capitaine? Il se jette sur moi avec un rugissement. Montre-moi à quel point tu as grandi. Presque par instinct, je tourne brusquement la tête. Une rafale de vent frôle mon oreille. Kim Sang, tu es devenu beaucoup plus rapide. Son marteau s'abat avec assez de force pour fendre l'air. Je l'esquive de justesse. Il me lance un coup de pied direct. Je me protège avec tout ce que j'ai. Pas mal, gamin. Tu as fait du chemin. Mes doigts se serrent en poing. Tes gars ont frappé en premier. Alors n'attends pas d'excuses, Choi Muchol. Arrête de me rabaisser chaque putain de jour comme si c'était une routine. C'est moi qui t'aille façonner. Tu fais ce que je dis. Une bouffée d'intention meurtrière me frappe de plein fouet. Je pivote sur le côté et esquive le coup. Une ouverture. J'abaisse mon centre de gravité. Prêt à en finir. Le marteau s'abat sans prévenir. Un craquement sourd et lourd explose dans l'air. Le sang goutte. J'ai encaissé le coup et j'ai tenu bon. Puis je referme ma main sur son poignet. Tu as perdu, Choi Muchol. Je lui enfonce mon poing. Les souvenirs refont surface. Il m'avait ordonné un jour d'enlever l'enfant d'un débiteur. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Il m'ordonnait d'incendier des boutiques, plongeant encore plus de gens dans des dettes dont ils ne pourraient jamais s'échapper, et j'étais impuissant. Je le regardais se nourrir du désespoir des autres. Je ne pouvais pas le supporter. En ce moment, je ne veux qu'une chose, le détruire complètement. L'homme qui m'écrasait autrefois, le garçon qui l'a façonné, se tient maintenant au-dessus de lui. Il rit comme un fou en nous qualifiant tous les deux des pires ordures du monde, mais je n'ai jamais pris plaisir à cette violence, à cette saleté. Je n'ai pas besoin de le tuer pour prouver quoi que ce soit. Tu ne vas pas me tuer? Pathétique, dit-il. Pour l'instant, tout ce qui m'importe, c'est d'emmener mon gars à l'hôpital. Dans son lit d'hôpital, la tête couverte de bandages, il dort. Il se réveille en sursaut. Je lui dis de se reposer. Je lui explique que l'agresseur était mon ancien chef d'équipe de mes débuts. Il dirige sa propre affaire maintenant. Au début, je pensais que c'était une attaque contre toute l'organisation, mais j'étais la seule cible. Il hésite, puis me dit qu'en fouillant dans les dossiers des élèves du lycée, il a trouvé quelqu'un de suspect, quelqu'un qui pourrait être lié à l'attaque. Le lendemain, je me rends au parc commémoratif. La lumière du soleil baigne le columbarium silencieux. Je me tiens devant les rangées de niches funéraires, silencieux. Tous les responsables de cette tragédie vont payer. So Yeon est là aussi, venu se recueillir pour Yeon. Je lui demande si la dette de Park Daejeon a été réglée. So Yeon répond que ce n'est que 500 000. Pas besoin de laisser les intérêts s'accumuler ainsi. Laisse tout simplement tomber. Je la coupe, d'un ton glacial. Les intérêts sont une prime de risque. C'est le prix à payer pour immobiliser un capital.
Je me retourne pour partir, lâchant un dernier verdict. Les intérêts, ce n'est pas de l'avidité. C'est une compensation pour la souffrance. Je lui dis de changer Davis. Elle sait où me trouver. Le recouvrement est mon affaire. Je me retourne et gravis les marches. Mes pas résonnent dans le hall vide. La chasse commence. Il est temps de traquer chaque ordure qui a une dette à payer. Ce garçon, c'est exactement celui que je cherche. Le professeur s'assoit face au délégué de classe pour une évaluation psychologique. Calmement, le professeur lui demande comment il se sent après avoir vu l'ancien professeur chuter. Il répond que les premiers jours ont été durs, mais qu'il va bien maintenant. C'est étrange. Personne ne ressort aussi calme après avoir vu autant de sang, dit le professeur d'un ton plat et glacial. Tous les autres témoins suivent une thérapie. Tu es la seule exception. Il sourit et demande au professeur d'écrire dans le dossier quelque chose comme en difficulté mais s'accroche. Il prétend qu'il souffre lui aussi. Très bien. Le professeur déclare, tu es déjà sur ma liste de suspects. Il a compris. Ce n'était pas un contrôle de routine. Je cherche aussi l'assassin. Si vous pouviez juste. Il tend le bras et prend la main du professeur. Il pleure et supplie. Soupçonnez-moi autant que vous le voulez. Trouvez juste celui qui a fait ça. Il s'incline respectueusement et prend congé. Je suis sûr que nous travaillerons beaucoup plus ensemble, EOMY June. June se retourne et répond du ton le plus poli qui soit. À la prochaine. Tout le monde dit que c'était trop horrible à regarder, mais je suis le seul à connaître la vérité. Ce n'était pas du tout comme ça. Pendant que tout le monde criait et paniquait, je me tenais parfaitement immobile devant cette mare de sang. Les pleurs et les cris n'étaient que des bruits de fond. Je regardais simplement, froid, impassible. Chaque détail de ce jour est d'une clarté absolue dans ma mémoire. Tout le monde fuyait de peur. Je suis resté immobile, regardant cette silhouette sombre apparaître devant moi, regardant le visage du professeur s'effondrer de désespoir. Cette soi-disant tragédie, c'était un plaisir pur et parfait. N'est-ce pas? Vraiment? Ton jeu d'acteur est pitoyable, EOMY June. Cette main tendue en plein désespoir, sans un seul tremblement, ce n'était pas réel. Une main vraiment désespérée et sincère ne ressemble jamais à ça. Ce regard de panique et de douleur, je ne l'oublierai jamais. Peu importe à quel point tu te caches, je t'arracherai moi-même ce masque. Chacun des démons de cette classe, je n'en laisserai filer aucun. Je les traînerai en enfer un par un de mes propres mains. Puis, les élèves de devant parlent d'une fille qui gagne de l'argent en faisant des streams. Et, t'as entendu? Une fille de la classe d'à côté a un pseudo de stream qui s'appelle Yann. C'est de la folie. Certains trouvent ça malsain d'utiliser le nom d'une morte de cette façon. D'autres ne se soucient que des vues et de l'argent, alors ils s'en fichent complètement. Elle le fait exprès pour attirer l'attention, en se faisant de l'argent sale sur le dos de la tragédie de quelqu'un d'autre. Ensuite, il prononce son nom, Aréum. Sur scène, Aréum sourit doucement à la caméra, s'imprégnant des dons et des acclamations. Elle promet au chat qu'elle travaillera encore plus dur pour offrir un show encore meilleur. Le chat tout entier s'enflamme pour elle, la qualifiant de pilier de la chaîne, l'âme de chaque diffusion. Le patron vante ses revenus faramineux et dit à tous les autres de suivre son exemple. Des dons massifs inondent l'écran. La baleine mystérieuse fait le spectacle. La foule explose. L'énergie atteint son paroxysme. Aréum joue la surprise et l'émotion, remerciant sa baleine de sa voix la plus douce, tirant profit de chaque don. La baleine fait une requête. Elle s'exécute aussitôt, offrant une performance sensuelle sur commande. Elle stream la nuit, pas étonnant qu'elle dorme en classe tous les jours. Elle est dans de beaux draps maintenant. Patron, vous aimez aussi regarder des streameuses? Moi aussi. Tu es au courant de ça? Mets-moi au parfum. Il m'explique que les streameuses en bas du classement ne se contentent pas de ne rien gagner. Elles sont traitées comme de la merde. Même un usurier comme lui trouve tout ce système répugnant. Avec des dons assez gros, une streameuse fera tout ce que la baleine ordonne. Je vais acheter ses réponses. Je fixe mes yeux sur l'écran. Les doigts prêts. Il est temps de faire pleuvoir l'argent. Je lâche 10 000 cœurs en dons et j'exige que Aréum réponde à ma question. Elle me taquine pour avoir zappé le show et être passé direct aux questions, mais elle prend l'argent avec le sourire. Je lui demande directement, que signifie le nom de Yann pour toi? Elle joue à la fille faussement timide et pudique. C'est un secret. Aréum balaie la question avec désinvolture, mentant sans ciller. Yann est juste le nom d'une poupée qu'elle avait enfant. Aucune signification particulière. C'est juste dommage que la poupée soit cassée maintenant. Maquiller la mort de Yann sous une petite histoire de poupée cassée? Tu es aussi imperturbable que ça? Aréum, ton enfer commence maintenant. Tu vas payer pour ça avec tout ce que tu possèdes. L'histoire commence il y a un mois au lycée Solby. La première fois que j'ai vu Aréum, mes yeux se sont rivés sur le sac posé sur son bureau et n'ont pas pu s'en détacher. Le prix de ce truc était aberrant. Jen suis presque tombée à la renverse. Les coutures matelassées, les pièces métalliques étincelantes, une édition limitée d'essai. Elle a jeté un coup d'œil, impassible. Tu en veux un comme ça, toi aussi? Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Comment elle l'avait obtenu? Elle a souri et a dit qu'elle se l'était payé elle-même. C'est tout ce qu'il a fallu. Je l'ai tout de suite harcelé de questions pour avoir plus de détails sur ce boulot si bien payé. J'ai plongé dans son regard complice sans me douter que je venais de mettre les pieds dans un piège sans issue. Ce n'est que plus tard que j'ai compris. Lui demander de me pistonner a été la plus grande erreur de ma vie. Au début, elle a fait paraître ça si simple.
Juste un banal live sur les réseaux sociaux. Areum m'a habillé et préparé pour passer en direct. Les filles sur scène étaient à peine habillées, en train de faire le show. Quelque chose clochait profondément. Areum n'arrêtait pas de me donner des petits coups de coude. Garde le sourire. Ce soi-disant stream de classement n'était qu'un échange de dons contre des performances explicites. Pour de l'argent et une chance de monter dans le classement, tout le monde repoussait les limites devant la caméra. Aucune limite. Aucune honte. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Ce n'était pas pour moi. Le live était à peine terminé que le patron m'est tombé dessus violemment parce que j'étais trop raide. Chaque mot me piquait comme une aiguille. Je n'ai même pas pris la peine de me défendre. C'est uniquement grâce à Areum que le patron a daigné me faire un chèque. Et encore, c'était tout juste. J'ai serré mon téléphone, sans même oser deviner combien j'avais gagné. 1 million de wons viennent de tomber sur ton compte, Jean, dit-elle. Aussi facile que ça? J'ai commencé à me poser des questions. Puis vint le jour où j'ai découvert par hasard qui était vraiment Areum. La question, qui est Jean, m'a donné des frissons dans le dos. Ce n'était que mon jouet du passé. Elle est cassée maintenant. Ce seul mot, jouet, a balayé tous les mensonges que Areum avait pu raconter. Ça m'a frappé de plein fouet. Son pseudo de streameuse était le même que celui de la prof. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai enfin compris. On me façonnait pour devenir son prochain jouet. Étape par étape, je veux sortir de là, Areum. Jen est fini avec tout ça. Tu ne peux pas partir, Aiyan. Dès l'instant où tu as passé cette porte, tu étais déjà endetté. Pourquoi veux-tu partir? Dis-moi. Qu'est-ce ce que je t'aille fait de mal? Tu veux juste me contrôler. Toute cette histoire est malsaine. Sérieusement? Je t'aille fait entrer pour que tu gagnes de l'argent, et c'est comme ça que tu me parles? Laisse-moi être franche. Tant que tu seras là, tu existeras pour rester bonne dernière en dessous de moi. Seuls ceux du bas de l'échelle portent les dettes. Tu veux de l'argent? Tu grimpes dans le classement. Tu piges maintenant? Le patron lance le live avec son énergie habituelle. Et maintenant, veuillez accueillir Yeon. Puis Areum dit quelque chose qui me glace le sang. Celui qui fera le plus gros don aura droit à un dîner avec la petite nouvelle. Le chat du stream s'enflamme. Les dons pleuvent à n'en plus finir, et je ne suis que le lot sur lequel ils enchérissent tous. Ensuite, Areum balaie l'affaire d'un revers de main. C'est juste un dîner avec un fan, dit-elle. Rien de grave. Je ne vais pas dîner avec lui. C'est toi qui as fait ça. Arrête de faire un scandale. Ce n'est qu'un repas. Ça ne va pas te tuer. Je reste figé. Un homme s'approche derrière moi. Au moment où il prononce mon nom, tous les poils de mon corps se hérissent. Cet homme répugnant devant moi est celui qui a surenchéri sur tout le monde pour ce dîner. J'ai la nausée. Désolé. Je ne dîne pas avec vous. S'il vous plaît, partez. Il dit qu'il a contracté des prêts, volé sa propre mère, tout ça juste pour me voir. Il me traite d'arnaqueuse, menace de dénoncer toute la plateforme et exige d'être remboursé, et je méprise cette plateforme et tout ce qu'elle représente. Je trouve Areum et je lui dis, j'arrête. Je m'en vais, et je ne reviendrai jamais. Où crois-tu aller? Tu dois encore de l'argent à l'entreprise. Depuis le jour où tu es entré, tu rembourses une dette. Par maintenant, et tu seras enseveli sous les dettes. Areum m'attrape par les cheveux, me forçant à aller vers ce dîner répugnant. Les gens comme toi sont faits pour le sale boulot. Maintenant, va mériter ta place. Elle me lâche sur place et s'éloigne. Tu ne m'échapperas jamais. 2 membres du personnel de l'entreprise s'approchent. Areum les a envoyés pour s'occuper de moi. Ils me disent de reprendre mon live. Il y a une pile de dons qui n'attendent qu'à être encaissés. Ils essaient de me traîner de force. Je me débat avec tout ce que j'ai. Messieurs, et si vous la lâchiez? Lâchez-la. J'ai dit de la lâcher. On s'est bien compris? Un coup de poing. Un autre. Poussez-vous. Quoi? Tourne. Comment le prof principal peut-il être aussi fort? Tu es lié à Ian. C'est ça? J'ai beaucoup de questions à te poser. La nuit enveloppe la ville. Les lumières sous le pont vacillent par intermittence. J'ai besoin de tout savoir. Absolument tout. Je joue carte sur table. Qu'est-ce ce que Areum a fait exactement à Kim Yeon? Son hésitation l'a trahi. Un seul regard suffit pour comprendre son lien avec Areum. Je n'insiste pas. Je me retourne juste pour partir, laissant le silence lui offrir un dernier choix. Elle se tait. Quelque chose bascule en elle. Elle finit par parler. Tout a commencé le premier jour d'école. Tout le monde pensait que mademoiselle Kim était la prof parfaite, arborant toujours ce sourire chaleureux et doux. Elle travaillait dur pour tisser des liens avec ses élèves, accessibles et sincères, mais il n'en avait que faire. Areum, en revanche, avait toute la classe dans la poche. L'argent et la vanité ont suffi. Une faveur balancée sans la moindre hésitation. Et juste comme ça, tout le monde accourait, heureux d'être attiré dans son orbite, heureux d'être utilisé. Personne ne pouvait y résister. Toute la classe est devenue son jardin privé. Au début, mademoiselle Kim et Areum coexistaient pacifiquement. Elle fermait même les yeux quand Areum était en retard, mais personne ne l'a vu venir. Le cauchemar a commencé par quelque chose d'aussi insignifiant qu'une corvée de nettoyage. Mademoiselle Kim a dit à Areum que c'était à son tour de passer la serpillière. Une simple corvée de classe. Areum s'en est moqué éperdument. J'ai de l'argent. Laissez quelqu'un d'autre le faire. Un camarade de classe à côté était ravi de prendre l'argent et de le faire à sa place. Elle donnait à mademoiselle Kim la plus cruelle des leçons, que dans ce monde,
Tout le monde ne joue pas selon les mêmes règles. Cette fois-ci, Mademoiselle Kim a rappelé à Réom. Fini de détourner le regard. N'utilise pas l'argent pour te soustraire à tes responsabilités. Le monde extérieur tourne peut-être autour de l'argent, mais cette école n'est pas son terrain de jeu. Responsabilité, esprit d'équipe, respect, rien de tout cela ne s'achète. Elle a elle-même enfoncé le balai dans les mains des Réom et est restée là à l'observer. Le visage des Réom s'est tordu de mépris. La graine de la vengeance avait été plantée. Quelques jours plus tard, Réom a fait irruption dans le bureau. Son sac en édition limitée s'était volatilisé. Elle a pété les plombs sur le champ, pointant du doigt tous ceux qui se trouvaient là. La classe a explosé, les soupçons et les accusations fusaient dans tous les sens. Elle a crié de façon hystérique en exigeant que toute l'école soit fouillée de fond en comble. Les professeurs n'avaient pas le choix. Ils ont lancé une fouille complète, aussi absurde que cela puisse paraître. Chaque recoin de l'école a été fouillé, tout ça pour un sac. Les élèves étaient à cran. Personne ne savait sur qui le blâme allait retomber. Puis Mademoiselle Kim s'est figée. Le sac disparu trônait juste là, dans le tiroir de son propre bureau. Tous les regards se sont tournés vers elle. Les accusations se sont abattues sur elle comme une vague. Tout cela faisait partie du plan des Réom depuis le début. Juste là, devant tout le monde, elle a traité Mademoiselle Kim de voleuse. Mademoiselle Kim a été complètement prise au dépourvu. Elle n'aurait jamais imaginé être obligée de s'excuser pour quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Pire encore, l'école ne l'a pas défendue. Sans la moindre preuve, ils l'ont poussée à céder. Ils l'ont fait chanter avec sa carrière, la forçant à tout ravaler, juste pour protéger la réputation de l'école. Chaque mot de l'administration l'enfonçait un peu plus. Elle avait les mains complètement liées. À ce moment-là, Mademoiselle Kim a compris. Elle avait été piégée depuis le tout début. Elle n'a eu d'autre choix que d'aller voir Réom. Réom n'est devenue que plus arrogante. Réom n'était pas satisfaite. Elle a exigé que Mademoiselle Kim vienne s'excuser en personne dans la classe, une véritable humiliation publique. La salle de classe bruissait de murmures. Tout le monde avait déjà pris sa décision. La prof était une voleuse. Mademoiselle Kim s'est effondrée. Elle n'avait pas d'autre choix que de céder. Elle a mis un genou à terre dans l'humiliation et s'est excusée pour un acte qu'elle n'avait jamais commis. Ces deux mots, « je m'excuse », sont devenus le coup de grâce qui l'a brisé et le plus beau trophée des Réom. Le visage des Réom s'est fendu d'un sourire sadique. Cette vengeance était une victoire absolue. À partir de ce jour, elle n'a plus été que la prof voleuse, celle qu'on pointait du doigt, qu'on dévisageait et dont on chuchotait le nom partout où elle allait. Tout le monde la regardait différemment maintenant. La moindre once de respect et de confiance avait disparu. Mais soudain, tout a basculé. Quelqu'un avait tout vu de ses propres yeux. Ayan l'avait vu de ses propres yeux. C'était Réom en personne qui avait remis le sac à un autre professeur, mettant en scène toute la machination. Je reste silencieux. C'était un acte de vengeance calculé contre Yeon depuis le tout début. Ayan est rongée par la culpabilité. Elle regrette d'être restée silencieuse en regardant la fierté de Yeon se faire écraser sous ses yeux, et ce mot, fierté, me transperce le cœur. C'était la seule chose pour laquelle Yeon vivait. Ce souvenir me ramène en arrière. Yeon allongée sur le toit, me disant qu'elle voulait vivre la tête haute. Irréprochable. J'avais l'air sceptique, mais son regard était assuré. Pour devenir enseignante, elle devait protéger cette dignité à tout prix. Mot pour mot, elle avait fait sa promesse. Quoi qu'il arrive, elle vivrait toujours dans la lumière. Tout ce qu'elle voulait, c'était se tenir devant ses élèves la tête haute, être digne de ce titre. Mais la réalité lui a porté le coup le plus cruel, la forçant à subir l'humiliation au nom même de la préservation de cette dignité. Cette image, à genoux en train de s'excuser devant tout le monde, est devenue une cicatrice qu'elle ne pourrait jamais effacer. La note de bas de page la plus cruelle de toute cette tragédie. À ce moment-là, quelque chose d'encore plus important que la fierté s'est brisé en Yeon. Une tempête d'émotions me déchire de l'intérieur. Réom paiera pour chaque acte stupide et ignoble qu'elle a commis. Je me tourne vers Ayan, la culpabilité écrite sur le visage, et je lui offre un choix. Si tu veux te rattraper, aide-moi. Le recouvrement commence maintenant. L'heure des comptes pour Réom a officiellement sonné. De l'autre côté, le live est sur le point de commencer. Tout le monde est en position. Réom se plaint encore bruyamment que la fille qu'elle malmène ne soit pas apparue. Elle n'a aucune idée que les dégâts qu'elle a causés ont déjà invoqué une chose à laquelle elle ne survivra pas. Pour elle, la douleur des autres n'est qu'un divertissement, une distraction ennuyeuse qu'elle apprécie en passant. Puis Ayan débarque de nulle part et s'excuse devant toute la salle. L'homme l'ouvre, crachant des menaces. Sèche encore une fois, et c'est fini pour toi. Réom ne peut pas s'en empêcher, débordant de sarcasme. Tiens, regardez qui a finalement décidé de se pointer et de jouer sérieusement. Ayan repousse ses cheveux en arrière. Je suis revenu pour occuper le devant de la scène. Pour quelle autre raison serais-je là? Juste devant nous, le patron est en train de passer un savon à l'une de ses employées. Elle est bonne dernière au classement depuis des semaines, la tête baissée, encaissant tout sans dire un mot. 3 semaines de suite tout en bas, elle est devenue la risée de tout l'établissement. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche pour se défendre, ça finit par être de nouvelles excuses. Les piques de ses collègues sont glaciales et acérées, chacune frappant plus fort que la précédente. Le patron se défoule sur elle. Ne te donne même pas la peine de venir aujourd'hui. Elle fait chuter les revenus de la plateforme.
Elle fait sa sortie, sa dignité en lambeaux, ne laissant derrière elle que moquerie et regard froid. Enfin parti, rien que voir son visage porte malheur, dis-je. Le patron nous chauffe à blanc et lance le live Afrique de ce soir en grande pompe. On commence avec une danse pleine d'énergie, la salle s'enflamme. Les dons affluent, les portefeuilles se vident peu à peu. Je fais un signe de cœur à la caméra et je salue le chat de ma voix la plus douce. Puis une silhouette entre, et le sourire meurt sur mon visage, remplacé par le choc le plus total. La fille qui était bonne dernière, Lia Yan, revient avec une allure impeccable. Elle s'approche de moi et fait sa déclaration. Elle vient me prendre ma place de numéro 1. Un regard dans ses yeux, et je le sais. Elle est sérieuse cette fois. Je lâche un rire glacial. Elle? Aujourd'hui, je vais m'assurer qu'elle n'oublie jamais qui dirige ici. Le premier don tombe. Cette bataille pour le sommet ne fait que commencer. Je joue avec la caméra à fond. Absolument certaine que personne ne m'arrive à la cheville. J'exhibe mon nombre d'abonnés à la caméra et je la rabaisse. C'est une moins que rien, et tout le monde le sait. Je lui lance un regard en arrière, mes mots dégoulinant de douceur. Oh, comme j'aime la regarder lutter. Je passe la langue sur mes lèvres, savourant l'excitation d'écraser quelqu'un sous mes pieds, attendant qu'elle s'effondre tout comme j'ai fait s'effondrer cette prof, celle qui a osé m'humilier. Je plonge dans cette ivresse malsaine et addictive de voir quelqu'un se briser, en réduisant sa dignité en miettes. Un don de 20 000 explose de nulle part. Et juste comme ça, mon emprise sur ce live a disparu. Je n'y crois pas. La fille qui était bonne dernière vient de récolter ce genre de don, encore 20 000. Le chat s'enflamme. Et pour la première fois, je goûte à ce que ça fait d'être arraché du trône. Elle ouvre juste la bouche, plus calme que jamais, et me dit de bouger. Elle dit qu'elle prend le devant de la scène. Ce sang-froid me transperce les nerfs comme une lame. J'avale ma rage, j'esquisse un sourire des plus faux et je regarde, impuissante, alors qu'elle s'avance sous les projecteurs qui devraient être miens. Je m'écarte, brûlant de ressentiment. Je n'arrive pas à comprendre. Comment cette moins que rien peut récolter des dons pareils? Elle s'empare de la scène en annonçant son ascension, et je ne suis plus que son décor. Je commence à me demander si ce don lui était vraiment destiné. La morsure d'être dépassé parcourt tout mon corps. Je mobilise mes fans. Je joue la carte de la pitié dans le groupe de fans, prenant ma voix la plus misérable possible, pour amadouer ces pigeons et qu'ils balancent leur fric pour me faire monter dans le classement. Je regarde le groupe s'enflammer de réponses et je lâche un soupir. Un sourire froid et satisfait s'étire sur mon visage. Mes fans s'embrasent. Tout le monde se rallie, jurant de défendre ma première place coûte que coûte. Je regarde les dons affluer, hurlant en silence à ces distributeurs ambulants de cracher plus vite. Un déluge de dons submerge le classement. Je jubile. Cette perdante ne peut plus m'arrêter maintenant. Je lui dis de retourner faire la potiche là où est sa place. Elle ne mérite même pas mon attention. Elle se retourne et le lâche, glacial. C'est moi qui suis au centre de la scène. Une phrase, et toute mon arrogance vole en éclats. Encore 20 000 tombent. Mes nerfs lâchent. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Ces dons arrivent comme une marée, écrasant mon avance instantanément. Je me force à paraître calme, mais à l'intérieur, je suis détruite, complètement perdue face à ce qui se passe. Le patron regarde les dons inonder l'écran, trouvant à peine ses mots. En 6 ans dans le milieu, il n'a jamais rien vu de tel. Les dons illimités mettent le feu à tout le chat. Mon rythme cardiaque s'emballe à chaque don qui tombe. Elle me renvoie mes propres mots au visage, et mes fans n'arrivent plus à suivre. Je regarde son dos depuis le centre de la scène. Si ça continue, ma première place est vraiment foutue. 30 000 tombent. Le patron pète un câble. Son score a pulvérisé le mien à des kilomètres. Tout le studio l'annonce comme la numéro 1. La fille qui était la dernière des dernières a vraiment pris ma couronne. Je m'effondre. J'ai vraiment perdu contre cette fille que j'ai piétinée tout ce temps. Elle a grimpé au sommet sur ma dignité, et je ne suis que le tremplin qu'elle a utilisé. Je me force à respirer. Il me reste encore une dernière carte, l'homme mystère qui m'a gardé au sommet tout du long. Bampo, ma baleine mystère, a versé des dons massifs sur le live, me gardant reine de toute cette opération. Je mène fou des affaires illégales dans lesquelles il trempe. Tant que je peux lui soutirer de l'argent, le reste n'est pas mon problème. J'envoie un message à Bampo en jouant la carte de la pitié à fond, l'embobinant pour qu'il balance l'argent qui me rendra ma place. Je fixe la caméra et fais ma promesse. Attends un peu, Lia Yan. Je vais inverser la tendance. Elle est toujours là-haut, savourant chaque applaudissement, totalement aveugle au fait que je suis sur le point de réduire tout ce qu'elle a construit en poussière. Puis le classement final tombe, et mon esprit fait le vide. Bonne dernière? Moi? C'est impossible. Je fixe le classement, et tout mon monde s'effondre. Celle qui a toujours été première, maintenant bonne dernière. Je refuse de l'accepter. Ni deuxième, ni troisième, à la dernière place. Ce n'est pas possible. Les autres streameuses se moquent de moi ouvertement, m'appelant mademoiselle la dernière. Ma dignité est piétinée, puis la phrase la plus cruelle tombe. Est-ce qu'une perdante comme toi mérite de rester debout? Mets-toi à terre comme la ratée que tu es. Je suis clouée sur place, couverte de sueur froide. Que vient-il de se passer? Qu'est-ce ce qui se passe? Le patron sait exactement ce qui s'est passé. Onareum n'a aucune idée de pourquoi elle est tout en bas. 80% de ses dons venaient de sa baleine mystère, et aujourd'hui, il ne s'est pas pointé.
Les dons qui devaient lui revenir ont été partagés entre les autres streameuses, et le public se délectait de ce drame. Il n'aime rien tant que de voir le numéro 1 tomber. La raison est presque trop simple. Dans un live de compétition, voir le premier s'écraser et brûler est la récompense ultime. Pendant ce temps, Areum continue de se dire que ce n'est pas fini. Même avec quelques secondes restantes, il y a encore une chance. Coupure sur la streameuse qui était bonne dernière. Hors de question qu'elle devienne quelqu'un que les gens regarderont de haut pour toujours. Elle refuse d'être ce genre de raté, demandant frénétiquement où se trouve sa baleine mystère. Coupure sur un téléphone fracassé couvert de sang, une embuscade brutale. Des hommes de main tombent un à un, gémissant de douleur. Le chef survivant, trempé de sang, se relève péniblement et exige de savoir qui est cet homme. Une voix glaciale fend l'air. Je t'aille trouvé, la baleine mystère qui finance son Areum. Maintenant tu vas payer pour le blanchiment d'argent et les dettes, Kang Jong-dae. Mais avant tout ça, j'avais une photo secrète en main, et j'avais enfin démasqué l'homme que le monde du streaming vénérait comme un dieu. Mon gars m'a dit, le nom de cet homme est Kang Jong-dae, le propriétaire d'une agence de streaming, mais elle n'a rien de légal. Toute l'opération tourne grâce au don des lives, et les signaux d'alarme étaient là depuis le début. Des sponsors de stream comme couverture, fausses transactions, blanchiment d'argent, évasion fiscale. C'est ce qu'ils sont vraiment. Gratter un peu, et c'est une façade pour le blanchiment d'argent. Un jeu de dupes avec des dons qui tournent en boucle. On prend sa commission. On renvoie le reste. On appelle ça du cashback. Tout ça n'est qu'une couverture. Éplucher chaque couche, et c'est une opération criminelle à part entière, ce qui veut dire que la suite est simple. Et là, Jong-dae continue de l'ouvrir sans se douter que son enfer a déjà commencé. Jong-dae riposte, convaincu qu'il peut me maîtriser. Il ne peut même pas m'effleurer la manche. Tous ses efforts sont vains. Je l'ai déjà dit. Tu n'as pas le droit de refuser. La douleur lui arrache sa toute dernière once de résistance. Il ne peut que se tordre sur le sol. Ne veut pas de te faire parler de la seule manière qui fonctionne. Puisque tes oreilles ne semblent pas fonctionner, ça ne sert à rien de les garder. Un hurlement a glacé le sang, et cette phase du châtiment est terminée. Je passe l'appel et dis à mon gars de se préparer. Cette négociation est terminée. Il est temps de passer à la phase suivante. Dans le studio, quelqu'un rit ouvertement face à la caméra, attendant de voir un spectacle déjà écrit d'avance. Il le déballe devant tout le monde. Areum, sans son sponsor, ne peut même pas maintenir son classement. L'humiliation s'accumule, la poussant au bord de la crise de nerfs en direct, mais le stream n'est pas fini. Il piétine ce qu'il reste de sa dignité, refusant de lui en laisser la moindre miette. Quest ce qui brise Areum encore plus? Le chat du stream s'en mêle pour se moquer de sa chute. Elle s'accroche encore à l'illusion qu'elle est différente, refusant d'accepter qu'elle a touché le fond. Areum craque devant tout le monde, déclenchant une véritable crise. Fermez vos gueules. C'est moi la reine, ici. Dégagez. Le réalisateur en a assez vu. Il lui ordonne de quitter le studio sur le champ. Une Areum sans don, ce n'est rien. Arrête de faire ta star et de piquer des crises. Elle continue de se débattre en vain. Le staff la pousse vers la porte. Le réalisateur se tourne vers la caméra avec un sourire narquois, transformant sa crise de nerfs en pur divertissement. Ses anciennes rivales passent à la caméra, tout sourire et venin, la qualifiant définitivement de dernière des minables. L'extrait de sa crise devient viral, et juste comme ça, elle devient la reine des hystériques que tout le monde traîne dans la boue en ligne. Areum s'imaginait que tout s'effondrerait sans elle. La réalité vient de la gifler en plein visage. En regardant les autres lancer leur live et accumuler instantanément les dons, elle comprend enfin. Elle n'était que la marionnette de son sponsor depuis le tout début. Areum fixe l'écran et tout s'éclaire. L'ascension soudaine de Aiyan n'était pas due à la chance. Un pseudo de donateur familier fait éclater la vérité au grand jour. Le nouveau sponsor de Aiyan est l'ancien mécène mystère D.A.H. Reum. Maintenant, tout prend sens pour Areum. Il l'a lui-même jeté de son trône pour se tourner vers quelqu'un d'autre et en faire une star. Elle n'a jamais été rien de plus qu'un pion qu'il finirait toujours par jeter. Le lendemain, Areum retourne au lycée comme si de rien n'était, se montrant chaleureuse et familière envers son ancienne rivale. Aiyan, tu es vraiment trop doué. J'ai toujours su que tu en avais dans le ventre. Je savais que tu allais percer. Je mérite un peu de reconnaissance pour t'avoir recommandé, non? Tout en parlant, Areum fouille dans son sac. Elle a un cadeau pour son ami. Areum lui tend un sac de marque, la même marque qui avait tapé dans l'œil de Aiyan le tout premier jour de leur rencontre. On est proches, pas vrai? Un petit cadeau entre amis, ce n'est rien. Les bonnes amies veillent les unes sur les autres. Areum se penche et lui murmure, présente-moi au mécène mystère qui te soutient. Aiyan accepte sans hésiter. Elle dit même que le mécène ne pose pas de questions sur elle. Il pense que Areum a un vrai potentiel. Aiyan va encore plus loin, révèle l'identité du mécène et organise elle-même la rencontre. Areum complote encore sur la manière d'alpaguer ce mécène. Elle ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite. Debout à l'entrée d'un hôtel de luxe, Areum découvre que le prétendu mécène mystère n'est autre que le PDG d'une agence de divertissement. Une première rencontre dans un hôtel de grand standing. Cette riche et luxueuse odeur d'argent est exactement ce pourquoi elle vit. Je joue la fille choquée. Ton mécène est un PDG dans le divertissement? Je la suis et je joue la comédie à la perfection. Je comprends tout en un instant. L'ascension de Aiyan a été financée par une entreprise.
C'est ça, le pouvoir derrière elle, et c'est l'opportunité qu'il me faut pour tout récupérer. Aïan mentionne avec désinvolture qu'elle est encore nouvelle et qu'elle veut recommander quelqu'un à l'agence, et au fond de moi, tout s'illumine. La recommandation, c'est moi, bien sûr. Je joue la carte de la fille flattée et reconnaissante à fond. Elle ne saura jamais qu'elle n'est qu'un simple marchepied. Je me pointe à l'hôtel pile à l'heure. Dès l'instant où le PDG prononce mon nom, je suis à fond, et le jeu commence. Shine Jong-woo, PDG de Shine Entertainment, vient m'accueillir en personne, et je sais à ce moment-là que j'ai définitivement un pied dans la place. Le PDG m'invite à l'intérieur pour parler affaires, impatient de me faire signer au plus vite, mais je ne remarque pas la paire d'yeux qui m'observe dans l'ombre. Je rayonne encore de l'intérieur, totalement ignorante de l'abîme qu'on m'a déjà préparé. Changement de décor. Je me tenais devant une foule de débiteurs aux côtés de mon chef d'équipe qui donnait les ordres. Mon chef leur a dit qu'en guise de paiement pour leurs dettes, ils allaient travailler pour lui. Pendant les 3 prochains mois, ils devaient prendre chacun de leurs repas dans le restaurant qu'il avait désigné, et pas un seul n'a osé dire non. Une fois les débiteurs partis, quelque chose ne tournait pas rond pour moi. Pourquoi on s'émerdait à ramener des clients à un patron de resto qui nous devait du fric? Mon chef s'est moqué. C'est ça, le vrai recouvrement, gamin. Contente-toi d'apprécier le spectacle. J'ai gardé les yeux fixés sur son dos alors qu'il s'éloignait. 3 mois. Il n'y avait aucune chance que ce soit aussi simple. De retour au présent, Jong-woo dresse pour Areom un portrait de la vie au sommet. À la seconde où Areom entend parler de sommet de l'industrie, ses yeux s'écarquillent. Jong-woo pousse son avantage, faisant miroiter un traitement de star comme un appât sur un hameçon, attendant juste qu'elle morde. Areom joue la carte de l'indifférence, mais elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est venue ici pour prendre tout ce qu'elle pouvait, et cet accord est presque trop beau pour être vrai. Les conditions sont étrangement généreuses, et ce PDG est d'une jeunesse suspecte. Quelque chose cloche. Il semble lire dans ses pensées, souriant en lui demandant si elle le prend pour un escroc. Areom se hâte de le nier. Mais Jong-woo lâche une véritable bombe. Ce soir, Areom prendra la place de Lee Ayan dans le classement du livestream. Qu'elle vienne, et elle verra leur sincérité. De retour dans le studio familier, le présentateur fait l'annonce. Leur star, Ayan, est absente aujourd'hui, et Areom prend le relais. Areom a l'estomac noué. Je ne suis pas là pour me faire déchiqueter. Je suis là pour récupérer ce qui m'a toujours appartenu. Le chat du stream n'est que moquerie et insulte. Ces mêmes personnes me flattaient il y a encore quelques jours. Et maintenant, ils retournent leur veste en un instant. Ça me frappe enfin. Ce PDG ne m'aide pas du tout. Il me jette dans le brasier. Le présentateur continue sa comédie pathétique. Personne ici n'a jamais eu l'intention de m'aider. Je ne suis qu'un appât pour faire des vues. Ils m'ont tous prise pour une idiote. Je tremble de rage, me maudissant d'avoir un jour mis les pieds ici. Puis, en un instant, l'atmosphère change du tout au tout. Le sourire narquois se fiche sur le visage du présentateur. Même les autres streamers sont abasourdis. Personne n'aurait pu prédire ce qui se passe ensuite. Cela bouleverse complètement le stream. Je regarde la scène se dérouler et je ne peux m'empêcher de ricaner. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Le présentateur bafouille en faisant l'annonce. Un don massif vient tout juste d'arriver. Le stream s'enflamme. 500 000 cœurs et des dons pulvérisent le classement, établissant un record absolu. Je me propulse à la première place en un instant. Voilà la sincérité du PDG. Il a investi toutes ses ressources avant même que je ne signe. La première place est à moi. Qui rit maintenant? Dès la fin du stream, Areom retrouve le PDG et lui dit en souriant qu'elle est prête à signer. Jong-woo joue le jeu, affirmant qu'il préparera le contrat immédiatement. Areom lui demande si elle devra partager la scène avec Lee Ayan. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Pourquoi aurions-nous besoin d'elle quand nous vous avons? Mais au moment où le contrat se retrouve devant elle, Areom réalise qu'elle ne comprend pas un traître mot. La panique l'envahit. Partie A, partie B, champ d'autorisation, elle fixe les mots et fait le vide complet, perdu face aux termes les plus basiques. Le PDG lit en elle comme dans un livre ouvert. Avec une pointe de moquerie dans la voix, il lui demande si c'est la première fois qu'elle lit un contrat. Areom se force à faire bonne figure, tentant de noyer le poisson alors que son cœur bat à tout rompre. Le PDG me rassure, me dit de ne pas m'inquiéter pour le salaire mensuel. Je contemple le bâtiment qui se dresse au cœur de Séoul. Une entreprise de cette envergure n'arnaquerait pas une petite streameuse comme moi. Une fois que j'aurai signé, je grimperai directement au sommet. Je serre les dents et je signe. Une telle opportunité ne se présente pas 2 fois. À ce moment-là, j'ai cru que j'avais enfin saisi la clé pour changer mon destin. De l'autre côté de la table, l'homme me regarde signer avec un regard avide. Pour maintenir mon image de streameuse de haut niveau, je commence à dépenser sans compter. Seuls les vêtements les plus chers font l'affaire. Pour garder la forme, je m'oblige à vivre à la salle de sport, me disant que la sueur n'est que le prix du succès. Et au final, je deviens réellement ce qu'il m'appelait, la reine des sponsors. Les sponsors et les diamants pleuvent sur moi. Je deviens l'incontestable streameuse numéro 1. Je me prélasse dans la gloire, et mon ambition commence à croître. N'être qu'une simple streameuse ne me suffit plus. Le jour de paix arrive. Je marche vers ce gratte-ciel la tête haute. J'ai streamé 24 heures sur 24. Les chiffres doivent s'additionner pour donner un résultat énorme. Je frappe avec excitation, pour n'être accueilli que par des formules de politesse creuses.
Il fait tout un cinéma en insistant sur la somme importante, mais un calcul froid se cache dans son regard. Je réfrène mon excitation. Mon esprit jongle déjà avec les chiffres à toute vitesse. Je regarde ses doigts s'activer sur le clavier. Chaque seconde me semble être une éternité. Une éternité. Le cliquetis rapide remplit le silence. Je prie pour que le chiffre qui m'attend se compte en dizaines de millions. Pendant ce temps, la scène retourne au lycée. Liaïan demande au professeur principal pourquoi Areom a eu un parcours aussi facile. La chance n'existe pas ici. Tout ceci n'est qu'une illusion. Chaque détail est un piège soigneusement tendu. En ce moment même, ils ne sont rien de plus que des proies en attente d'être moissonnés. Chaque geste d'aide est un piège. Le souvenir refait surface. Le restaurant a été entièrement détruit. Une victime de cette escroquerie. Mon supérieur s'est adossé avec un sourire suffisant. Le patron avait accumulé 400 millions de dettes et ne savait même pas comment il en était arrivé là. Mon supérieur s'apprêtait à me donner une leçon, détaillant l'arnaque qu'il avait montée de toutes pièces. Tout a commencé lorsque le propriétaire a emprunté 50 millions pour ouvrir le restaurant. Tout a commencé par ce qui ressemblait à de la bonne volonté. Le patron travaillait dur, les affaires prospéraient et les paiements arrivaient à temps. Ça ressemblait à une victoire pour tout le monde. Mais à mi-chemin du remboursement, mon chef a discrètement tendu un piège fatal. Le petit restaurant a soudain vu sa clientèle tripler, et ça a été le début de sa ruine. Le patron a vu ses affaires exploser et a cru qu'il avait enfin réussi, que la chance avait tourné. Il avait la tête pleine de projets d'expansion, mais il lui manquait une chose, le capital de départ. Et c'est là que l'idée a germé. Juste un dernier prêt. Juste pour cette fois. Juste une dernière fois. Ce qu'il ignorait, c'est qu'au moment où il a signé, le filet s'est refermé sur lui. Du jour au lendemain, les clients ont disparu. Les intérêts ont fait boule de neige, et l'ont complètement écrasé. Le patron, autrefois si travailleur, a été détruit par ces gens, et c'est seulement là qu'il a enfin vu la vérité. Il a éclaté en sanglots. Chaque coup de prétendue chance n'avait été depuis le début qu'un piège tissé avec soin. La façon la plus cruelle de détruire quelqu'un est de lui donner de faux espoirs. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement ce que Areom est en train de vivre. Celui qu'elle prenait pour son sauveur n'a fait que planter une seule graine d'espoir en elle, et la laisser germer dans les ténèbres. Attends un peu de voir. Je me retourne et m'en vais. L'enfer des Areom a déjà commencé. Le jour de paix arrive. Areom attend sa part, tremblante d'impatience, et reçoit à la place une unique phrase glaciale. Le solde final est à moins 300 millions mademoiselle Hong. C'est impossible. J'ai travaillé si dur. Comment est-ce que je pourrais devoir quoi que ce soit? Jung-woo laisse enfin tomber son masque, révélant un visage purement menaçant. Et l'homme qui détient sa dette, c'est Kim Sang. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a un agent de recouvrement ici, et pourquoi c'est mon prof principal? Hong Areom. Il est temps de payer pour tout ce que tu as fait. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus que de la souffrance qui t'attend. Sur ce, j'attrape Areom par les cheveux. Elle lâche un cri de douleur. Vous êtes sérieux là? C'est de l'extorsion. Je ne marcherai pas là-dedans. Tu ne comprends toujours pas? Tout ce qui est arrivé, tu te les as tirés toute seule. On t'a juste donné un petit coup de pouce, ce qui veut dire que tu me dois maintenant 300 millions once. Jusqu'à la toute fin, elle n'a rien vu venir. Son agent de recouvrement, son propre prof principal, et elle continue de dire qu'un prof n'a pas le droit de frapper une élève. Elle n'a aucune idée que je n'ai jamais été là pour enseigner. Écoute-moi bien. Arrête de te débattre. Ça ne te mènera nulle part. À partir de cet instant, tu vas répondre de tous tes actes. Tu paieras pour la vie de Kim Yeon avec tout ce que tu as. Même maintenant, elle demande encore ce que signifient ces 300 millions. Sang est presque risible. Tu n'as toujours pas saisi ta situation? Peu importe. Le résultat reste le même. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu dois juste me rembourser chaque won que tu me dois. Tu as signé le contrat toi-même. Tu ne peux pas y échapper. Areom insiste toujours pour dire que c'est une fraude, en oubliant chaque mot qu'elle a signé de sa propre main. Tu refuses de payer? Je ferai en sorte que le monde entier sache que tu es une ratée incapable de payer ses dettes. À commencer par tes parents. Tous ceux qui te connaissent en entendront parler, un par un. Que tu sois à l'école, au travail, en train de te marier, ou de fuir au bout du monde, je traquerai cette dette jusqu'à la fin. Même si tu meurs, je récupérerai le moindre won sur tes frais d'obsèques. Voilà ce qu'il en coûte de me devoir de l'argent. Tu veux savoir qui je suis vraiment? Je suis le frère de la prof que tu as poussé au suicide, et je suis un usurier sans aucune limite. C'est seulement maintenant que Areom comprend vraiment quel genre de personne elle a contrarié. Maintenant que tu as compris, lève-toi. Travaille pour rembourser ce que tu me dois. Elle me suit jusqu'à la place Mouchon, ignorant encore ce qui l'attend. C'est le lieu de rassemblement tristement célèbre de Séoul pour les streamers sur fil électrique. Devant la gare de Mouchon, les streamers s'alignent en rang pour diffuser en direct, ressemblant à des moineaux perchés sur un fil. C'est de là que vient le nom. Ces gens n'ont aucune limite quand il s'agit de dons en direct. Ils sont la lie de la lie dans le monde du streaming. Elle refuse de toutes ses forces, oubliant qu'elle n'a pas le droit de choisir. À part ça, qui est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu as d'autre pour rembourser ta dette? Elle affirme que c'est impossible de rembourser 300 millions once avec ses streams. Si 300 millions, c'est trop, alors commence par 5 millions. Ça devrait être gérable, non?
Le chiffre passe d'astronomique à 5 millions. Elle y voit comme une lueur d'espoir. Avant même que je puisse finir d'expliquer les intérêts, elle s'empresse d'accepter, terrifiée à l'idée que je change Davis. Elle croit naïvement qu'une fois qu'elle aura remboursé 5 millions, elle sera totalement libérée de Kim Yeon et de cette dette. Je te le garantis, tant que tu paies vraiment. Va lancer ton stream tout de suite. Je te surveillerai tout le temps. Ne tente rien. On a Réom, tu crois vraiment que 5 millions et un won sont si faciles à gagner? Accroche-toi à ce faux espoir. Tu vas vite comprendre ce que 5 millions pèsent vraiment. Elle prend une grande inspiration et lance son direct. La route infernale du remboursement a officiellement commencé. Elle affiche un sourire de façade et recourt à son baratin habituel pour séduire le public, sans jamais se rendre compte qu'un tel endroit est le dernier où elle a sa place. Quand les spectateurs remarquent qu'elle est au coin des streamers sous les câbles électriques, elle s'empresse de retourner la situation en insistant sur le fait qu'elle est juste là pour essayer quelque chose de nouveau. Un don de 10 000 suffit pour la faire danser sur commande. Sa fierté est complètement anéantie. Areom continue de jouer les divas, se plaignant que les dons sont insultants, et se vante de son ancienne notoriété comme si elle signifiait encore quelque chose. Le chat du stream ne se retient pas. Personne ici n'avale ses salades. Elle maudit chaque spectateur dans sa tête, mais garde le sourire et joue la fille sympa en direct. La moindre trace de son ancienne arrogance a disparu. Je la regarde se surestimer et je sais qu'elle n'a pas encore vraiment goûté à ce quest l'enfer de la dette. Pas encore. Il est temps de lui donner une leçon. Elle se plaint encore que le public ne comprend rien. Elle regrette encore l'époque où une seule danse lui rapportait des millions. Et la seconde d'après, l'homme que j'ai envoyé se tient juste devant elle. L'homme que j'ai envoyé détruit son équipement de stream à coups de pied, brisant sa dernière once d'illusion. Elle essaie de se défendre avec des mots, mais les insultes de l'homme la laissent sans voix. Les passants pensent que c'est une mise en scène. Personne n'intervient pour l'aider. L'homme crache le morceau. Je l'ai envoyé pour la garder à l'œil, et ses revenus à elle sont le seul moyen pour lui de rembourser sa propre dette. Le vrai coup de grâce? Chaque don qu'elle récolte va directement dans le remboursement de son capital à lui. L'homme la supplie avec un désespoir presque maniaque, la forçant à affronter la réalité. Qu'elle pique encore une crise, et elle ne vivra pas assez longtemps pour le regretter. Areom comprend enfin. Elle n'a plus le droit de faire la difficile. Pour rembourser sa dette au plus vite, elle ravale sa fierté jusqu'à la dernière miette et danse au beau milieu de la rue Minchon, rongée par la honte. Elle abandonne complètement son jeu et se plie au moindre désir du public, tout ça pour des dons. Même pour un don de 200 000, elle n'a pas d'autre choix que d'obéir. Les chaînes de la dette l'ont complètement entravée. Son humiliante diffusion dans la rue devient la risée des passants. Elle apprend enfin ce que signifie vraiment gagner sa vie. Très vite, le dernier jour du remboursement arrive. Elle a réussi à gratter 4 500 000, à un pas de la ligne d'arrivée. Elle s'accroche encore à la moindre dignité qu'une streameuse puisse avoir, refusant d'aller plus loin, ignorant que de nouveaux ennuis approchent déjà. L'équipe de streamers du coin l'encercle, l'accusant immédiatement d'empiéter sur leur territoire. Ils lui font clairement comprendre qu'ils veulent qu'elle dégage, se moquant d'elle pour avoir osé squatter leur coin sans équipe. Areom n'a toujours pas cerné la situation. Elle réplique, et ça les pousse à bout. Son attitude les met dans une rage folle. Ils annoncent qu'ils vont lui donner une leçon. La seconde d'après, elle est plaquée au sol et tabassée. Le chat du stream se remplit de railleries de la part de ceux qui regardent le spectacle. Elle se recroqueville, les mains sur la tête, et il s'empare de son équipement de stream. Toute chance de scène remettre s'est envolée. Ses agresseurs continuent de la narguer. Personne ne fait de don à une streameuse qui se fait tabasser. Ses 5 millions se sont évaporés. Les spectateurs du stream mettent une prime d'1 million, pariant sur le fait qu'elle se fera raser la tête, et elle ne réalise toujours pas que ce n'est pas une blague. C'est le début de l'enfer. L'équipe de streamers du coin sort une tondeuse, prête à honorer le pari du public. Ils l'ont déjà fait auparavant. Elle est immobilisée. Elle a beau se débattre, ça ne change rien. Tout ce qu'elle peut faire, c'est regarder la tondeuse s'approcher. Elle hurle de désespoir, mais il est trop tard. Sa carrière de streameuse est tranchée en même temps que ses cheveux. Ce soir-là, je fais virer 5 millions sur son compte. Elle croit que la dette est enfin effacée, que le cauchemar est terminé. Je retrouve Areom et lui demande d'un ton désinvolte. Pense-t-elle que tout est fini? Elle craque, les yeux rouges, exigeant de savoir pourquoi, insistant sur le fait qu'elle a déjà payé, me suppliant de la laisser partir. Je brise ses illusions. Ces 5 millions n'étaient que le capital. Elle n'a pas payé le moindre won d'intérêt. Elle est complètement prise de court. Elle avait signé sans lire les conditions d'intérêt. Trop pressée de conclure l'accord. Elle a perdu ce jeu depuis le tout début. Je prononce le verdict final. Taux hebdomadaire de 100%, taux annuel de 5200%, et le paiement d'aujourd'hui est de 10 millions très exactement. Areom s'effondre. Pas en toute une vie. Pas même en mettant sa vie en jeu. Pourrait-elle rembourser une telle somme? Même si tu meurs, cette dette ne disparaîtra pas. Retourne là-bas et bosse. Areom bouillonne de haine envers la femme qui a déclenché tout ça. Pourquoi devrait-elle gâcher sa vie entière pour quelqu'un comme ça? Areom refuse d'accepter son sort. Une idée sombre prend racine dans son esprit. Areom va trouver Samak Entertainment et leur fait une promesse. S'ils peuvent éliminer ce malade, elle fera tout ce qu'ils voudront. Kang Jong-dae, le patron de Samak Entertainment, reconnaît l'homme à lunettes. Ça fait un bail qu'il cherche ce type.
Kang Jong-dae donne l'ordre et tout le monde se rassemble. Aujourd'hui, on se fait le binoclard. Je vais l'écraser de mes propres mains. C'est alors qu'une voix résonne, troublante de familiarité. Le bruit de chaussures de ville résonne à travers le chantier. Pas la peine de me chercher. Je savais que vous finiriez tous au même endroit. Vous n'avez pas encore eu votre compte? Alors laissez-moi vous démonter une nouvelle fois. Qu'est-ce ce que vous en dites? Prêt pour un autre round, bande de minables? La lumière du soleil à travers la fenêtre coupe le salon de thé en deux, entre ombre et lumière. Face à Wang Byung-yeon, l'homme des pré-baek-yeon le fixe, évaluant un marché. Le bout du doigt de Wang Byung-yeon n'a même pas quitté le bord de sa tasse qu'un non catégorique réduit à néant toutes les espérances de l'autre côté de la table. Wang Byung-yeon prend une gorgée de sa boisson fraîche, observant l'homme par-dessus le bord de son verre. Il est hors de question que je livre Kim Sang. Il est le pilier de Jingong Capital. Il pose sa cuillère, l'urgence s'immisçant dans sa voix. Personne chez nous ne gère les affaires aussi proprement que lui. Je veux juste qu'il vienne faire un tour. Pour montrer à mes gars comment on fait. Si Jingong manque de bras, on peut en envoyer. Et en échange, vous pourriez. Pas la peine, dit Wang Byung-yeon. Junon ne manque pas de personnel. Wang Byung-yeon insiste sur chaque mot. En clair, Kim Sang n'est pas à négocier. Cet homme est ma poule aux œufs d'or. Wang Byung-yeon change de ton, son regard glissant au-delà de l'homme avec un soupçon d'amusement. D'ailleurs, vous n'avez pas toujours le directeur Lee de votre côté? Baek-jeon cligne des yeux, suivant le regard de Wang Byung-yeon. Vous parlez de Lee Gu-beom des pré-Baek-jian? Lee Gu-beom s'adosse au canapé, un sourire moqueur aux lèvres. Belle parole, président Wang. Ce vieux n'arrête pas de me dire de prendre exemple sur Kim Sang. Franchement, c'est décevant. Baek-jian jette un coup d'œil à Lee Gu-beom à l'autre bout de la pièce, parce que tes méthodes de recouvrement sont trop brutales. Si tu gérais les choses aussi doucement que Kim Sang, est-ce que tout ça serait nécessaire? À ce propos, qu'en pensez-vous, président Wang? D'un côté, la poule aux œufs d'or de Junon Capital, Kim Sang. De l'autre, Lee Gu-beom des pré-Baek-guillon. Le regard de Lee Gu-beom tranche comme une lame alors qu'il fixe directement le président Wang. Si vous deviez en choisir un, lequel a le plus de valeur? La scène coupe et passe au chantier de construction. Je regarde la foule amassée devant moi. On dirait que vous avez amené plus de monde que prévu. Environ 30, à peu de choses près. Ça devrait être un vrai combat. Kang Jong-dae ricane. Tu es un usurier déguisé en prof, tout ça pour venger ta sœur? Pathétique. Sa voix dégouline de fureur et de venin. Tu aurais juste dû te débarrasser de Hong Areom depuis le début. À cause de toi, on n'a pas gagné un seul won ce mois-ci, et maintenant on est criblé de dettes. C'est pas mon problème. Ça veut juste dire que t'es pas à la hauteur. Ma voix est complètement neutre. Je suis juste là pour ramener Areom au boulot. Les yeux de Kang Jong-dae se glacent. Tu vas nulle part. D'abord, on te tabasse jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Ces hommes trépignent d'impatience, prêts à frapper. Tuez-le. Les mots tombent et ces hommes déferlent sur moi comme une vague. Mes yeux deviennent froids comme la glace. Je regarde la meute m'attaquer sans bouger. Bordel. Cet enfoiré vient de cramer tout ce qu'on a gagné ce mois-ci. Si je veux avoir quelque chose à montrer à mes supérieurs, je dois ramener sa tête. Soudain, un cri déchire la nuit. Son visage pâlit sous le choc. Kang Jong-dae esquive de justesse l'un de ses propres hommes projetés vers lui. En un clin d'œil, tous ces hommes sont à terre. Je me tiens au milieu du carnage, le sang goûtant encore de mes doigts. Je jette un regard dans la direction des Areom. Ne pense même pas à t'enfuir. Reste là. Je m'élance en avant. C'est vite fini. Les cris retentissent les uns après les autres. Areom est trempé de sueur froide, tremblante de peur et d'incrédulité. J'enchaîne les coups de poing, chacun précis et dévastateur. Les hommes face à moi se plient comme du papier. Ils ne peuvent même pas suivre mes mouvements. Chacun d'entre eux ne fait qu'encaisser les coups. Kang Jong-dae fixe la scène devant lui, complètement pétrifié. Du sang écume de la bouche de ces hommes. Ils ne peuvent même pas finir de supplier. Je reste là, les poings trempés de sang. Kang Jong-dae craque. Le dernier coup de poing atterrit. Tous on disparaît. Maintenant, c'est votre tour, monsieur Kang. Vous avez fait tout ce chemin. Laissez-moi au moins vous mettre une bonne droite avant d'en finir. Qu'est-ce ce que vous en dites? Areom s'effondre au sol, son esprit réduit à une seule pensée. Je vais vraiment mourir ici. Des corps partout. Maintenant il n'y a plus que vous. Allez-y. Gardez cette attitude. Kang Jong-dae panique instantanément, la voix tremblante. Attends. Il tombe à genoux avec un bruit sourd, le front claquant contre le sol, hurlant pitié. Il reste face contre terre, n'osant pas lever les yeux, marmonnant de manière incohérente. Je hausse un sourcil. Ces mots ne font aucun sens. Il continue de se prosterner frénétiquement, pleurnichant pour un délai quand une voix inconnue l'interrompt. Et, t'as quel âge? Lève-toi du sol. Garde un peu de dignité. Un homme aux cheveux bruns s'avance, le ton teinté d'amusement. Un homme de votre âge, et vous n'avez absolument aucune classe. Lève la tête. L'homme aux cheveux noirs contemple les débris avec un air vaguement amusé. Tu n'es pas vraiment innocent dans tout ça, n'est-ce pas? Kang Jong-dae ouvre la bouche pour protester. Il essaie de rejeter la faute sur moi, mais un seul regard de l'homme le fait taire avant même qu'il ne termine. L'homme ne prend pas la peine de l'écouter. Sa voix est neutre. Ça ne m'intéresse pas. Un sourire glacial étire ses lèvres. Au lieu de t'écouter dire des bêtises,
Je préfère largement entendre ce que Kim Sang a à dire. C'est bien plus intéressant. Je regarde l'homme. Le fait que tu sois là signifie que ce type doit de l'argent auprès Baekhyun. L'homme acquiesce avec un sourire. C'est exact. Ils sont d'habitude ponctuels. Le paiement était en retard aujourd'hui, alors je suis venu vérifier et je t'aille trouver au beau milieu de tout ça. Son regard se pose sur la femme aux cheveux roses effondrés par terre, et la compréhension illumine aussitôt son visage. Ah, à cause d'elle? La femme tressaille, son souffle se coupant. Je le regarde. Peu importe comment tu vois les choses, je suis juste venu chercher quelqu'un. J'ai été entraîné dans tout ça sans aucune raison. L'homme rit doucement. Devrions-nous déposer une réclamation contre Junong Corp? Trop de problèmes, et cela créerait des tensions entre nos entreprises. Je plonge mon regard dans le sien. N'y a-t-il pas un moyen plus propre de régler ça? Je ne nierai pas avoir causé une perte pour les prêts Baekhyun. Je ne cherche pas à me défiler, mais je vois bien que tu veux autre chose. L'homme rit, d'un ton taquin. C'est si évident que ça? Il prend son temps, évoquant la réunion au salon de thé qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Le président Wang prend la parole. La question de savoir qui est le plus utile, toi ou Sang, n'est pas facile à trancher. Baekhyun intervient immédiatement. Qu'est-ce ce qu'il y a de si difficile? Sang est évidemment plus utile. L'industrie l'appelle le prof usurier. Lee Gubeom rit doucement, d'un ton moqueur. Vraiment? Ne devrais-tu pas dire que la personne devant toi est plus forte? Eh bien, si le président Wang le dit, ça doit être vrai. Baekhyun insiste. J'ai dit que Sang était plus forte aussi, petit con. Mais le président Wang change de ton. Il y a des choses sur lesquelles Sang ne fait pas le poids face au directeur Lee. Retour au présent. Lee Gubeom me regarde. Ces vieux t'ont mis sur un piédestal comme si tu étais l'usurier ultime. J'étais curieux de savoir si tout cela était vrai. J'ai une proposition, prof usurier, Kim Sang. J'écoute en silence pendant qu'il continue. Quelles que soient les circonstances, tu as bel et bien interféré avec le recouvrement de dettes des prêts Baekhyun. On pourrait passer par les voies officielles avec Junong Corp, mais ce serait un casse-tête pour nous deux, n'est-ce pas? Il s'échauffe le poignet. Alors Baekhyun ricane sur le côté. Lee Gubeom le surpasse? De quelle manière? Le président Wang parle lentement. Se battre n'est-il pas une compétence cruciale dans ce milieu? Sang est redoutable, mais les capacités de combat du directeur Lee sont d'un tout autre niveau, un don inné. Lee Gubeom se met en position de combat, le regard brûlant de détermination. Si tu arrives à me battre, on oublie tout ce qui s'est passé. Ne réfléchis pas trop, Kim Sang. Le décor est déjà planté. Les yeux de l'homme deviennent vicieux en un instant. Les poings me démanchent. Commençons. Lee Gubeom annonce le pari. Si je peux le battre, tout ce qui s'est passé aujourd'hui est effacé. Je n'hésite pas une seule seconde. J'accepte le combat. Mais l'homme trouve que c'est encore trop facile pour moi, alors il fait monter les enchères. Si je perds, la dette de cette femme est également effacée. Je sais que Areom doit une fortune, mais pour l'instant, c'est moi qui ai une dette envers Baekhyun. Alors on y va, Lee Gubeom. Je prends ma position. Il est ravi que je ne me sois pas dégonflé. Il savoure déjà la pensée de m'écraser. Areom est complètement perdu, ne s'attendant pas à se retrouver au centre de ce combat, mais je suggère de l'officialiser avec une empreinte digitale. Lee Gubeom ricane. Quoi? Tu comptes utiliser mon sang pour ça? C'est ça les prêts Baekhyun, la plus grande opération de prêt clandestin du district de Jongnyo. Alors que les autres prêteurs s'occupent de clients ordinaires, chaque client chez Baekhyun est une organisation criminelle. Contrebandiers, joueurs clandestins, arnaqueurs téléphoniques, fraudeurs fiscaux. Les clients criminels ont de faibles taux de remboursement, c'est un marché que tout usurier évite. Baekhyun s'en fiche. La raison est simple. Aucune personne chez Baekhyun n'est un agent de recouvrement ordinaire. Chacun d'entre eux a la capacité de recouvrer auprès des organisations criminelles. Et parmi cette équipe d'opérateurs impitoyables, une personne est reconnue comme l'apogée du combat. Cet homme, c'est Lee Gubeom. Le chien fou de Baekhyun, Lee Gubeom. Et je le vois moi-même pour la première fois, et ce n'est que le début. Il attaque d'emblée, une belle manœuvre d'ouverture. Mais je peux déjà le dire, cet homme n'a rien d'un stratège. Il donne un coup de pied et me nargue, disant que je suis encore plus lent que ce que disaient les rumeurs. Aujourd'hui, il va complètement détruire ma légende. Je ne m'écarte pas à temps. Je prends son coup de plein fouet. Areom regarde avec incrédulité. Il y a vraiment quelqu'un qui peut lui tenir tête? Le chien enragé charge. Lee Gubeom se moque de moi. Et c'est toi qu'on appelle le meilleur. Le président doit être aveugle. Ils ne savent pas du tout reconnaître le talent. Je vois bien que sa vitesse et ses réflexes sont supérieurs aux miens, mais ses attaques manquent de discipline. Dans ce cas, je réduis la distance et j'utilise le corps à corps pour bloquer son allonge. Et ça? Ce n'est pas un mouvement qu'une personne normale devrait pouvoir exécuter. Complètement absurde. Liguri en disant que je me repose encore sur des prises de lutte classiques. Ils disaient tous que tu étais ennuyeux et rigide. On dirait bien qu'il avait raison. Même un novice pourrait le voir. Celui qui gagne, c'est moi. Je me force à tenir bon, me remettant encore de ce coup de pied. Il continue de me pousser pour que je montre ma véritable force. De retour au salon de thé, Lee Gubeom s'est excusé tôt pour gérer ses affaires, et le président Wang lui a juste dit de ne pas aller trop loin.
Baekjeon a demandé au président Wang pourquoi il louait Lee Gubeom comme l'apogée du combat. Wang Byung-yeon a été direct. Lee Gubeom est un fou furieux avide de compétition. Dès que ces mots ont été prononcés, il allait inévitablement traquer Sang et se battre jusqu'au bout. Il avait prévu depuis le début que ce chien enragé bondirait dès qu'une ouverture se présenterait. N'avez-vous pas dit que personne dans votre entreprise ne règle les choses aussi proprement que Sang? Que vous vouliez qu'il vienne enseigner à vos hommes? Je lui ai simplement laissé le temps d'aller trouver Sang, d'avoir un petit échange, appelons ça de l'éducation. Lee Gubeom reviendra en ayant appris quelque chose du professeur usurier. Comptez là-dessus. Tu as perdu parce que tu ne te bats pas à la loyale. C'est aussi simple que ça. Il rit. Tu m'as frappé trop fort? Ça t'a détraqué le cerveau? Gamin, tu as déjà perdu. Alors je continuerai à te frapper jusqu'à ce que tu admettes ce que je t'ai déjà dit. Tu ne peux pas me battre. Se battre sans discipline, c'est ta plus grande faiblesse. Lee Gubeom réalise en plein vol qu'il n'a plus aucun espace pour esquiver. Des mouvements nés du talent pur et de l'instinct. Il semble impossible à anticiper, mais il te laisse plein de failles. Ne me laisse jamais te percer à jour. Parce qu'une fois que c'est fait, tu n'as plus aucune chance. Tu étais fini dès le départ. Ce dernier coup avait une vraie puissance. Ma vue s'est brouillée un instant, mais tu aurais dû conserver ton avantage. Au lieu de ça, tu as parlé. Alors retiens bien ça. Quand une ouverture se présente à toi, finis le travail complètement. Ce n'est même pas difficile pour quelqu'un comme toi. Lee Gubeom prend la leçon à cœur. Un seul cri met fin au combat. Areom a perdu depuis longtemps la capacité de respirer calmement, tremblant de peur. Je t'ai donné une chance de rembourser ta dette. Je ne vois aucun signe prouvant que tu en aies jamais eu l'intention. Sous la pleine lune, je mets fin à cette session de recouvrement. Sur le bateau de pêche, le seul son est celui d'une lutte étouffée qui résonne sur les hauts. Mon homme m'informe que le ciment est bien mélangé et prêt. Je reste en silence, écoutant ses gémissements et son désespoir. Couler le ciment. L'homme observait la femme depuis sa voiture, silencieux et invisible. Ils étaient autrefois un frère et une sœur très unis. Puis les conflits ont grandi, et ils ont été séparés pendant des années. Maintenant, chacun a sa propre vie. Il prenait de ses nouvelles quand son travail le permettait. Et c'est précisément pour la protéger qu'il a choisi de garder ses distances. La fille qui autrefois ne pouvait pas survivre sans son frère avait travaillé seule pour payer ses frais de scolarité. Même quand la vie l'écrasait jusqu'à l'empêcher de respirer, elle n'a jamais cessé d'avancer. Dans le peu de temps libre qu'elle avait, elle étudiait pour obtenir son diplôme d'enseignante. Son chapeau de diplômée s'envole dans un ciel clair et dégagé. Elle s'était enfin libérée du bourbier de la famille dans laquelle elle était née, par ses propres efforts, sans s'incliner devant les usuriers comme j'avais dû le faire. Je me tenais à l'écart, le cœur rempli de non-dits, te regardant briller, un monde qui avait cessé de m'appartenir depuis longtemps. 1000 mots s'accumulaient derrière mes lèvres, et à la fin, il ne restait rien d'autre qu'un regard silencieux et de discrets regrets. Le bouquet que j'avais apporté de tout mon cœur a fini abandonné dans un coin où personne ne le trouverait jamais. J'ai finalement pris ma décision. Fini de veiller sur toi en silence. Fini d'observer ta vie de loin à la dérobée. J'ai choisi de repousser nos retrouvailles de plus en plus loin, vers un avenir qui pourrait ne jamais arriver. J'étais enterré dans la crasse et la ruine, indigne que tu baisses les yeux juste pour me voir au plus mal. Je refuse de raviver les blessures de ton passé, toute cette douleur qui remonte à moi. Kim Mi-yeon, poursuis ton rêve d'enseigner. Oublie-moi. Oublie tout ce qui fait mal. Laisse tout ça derrière toi. Maintenant, je lâche le seau en fer. L'oxygène s'échappe. Le besoin instinctif et désespéré d'air déchire le désespoir. Les eaux glaciales inondent les voies respiratoires des Ahreum. Penser n'est plus possible pour elle. Au-dessus de la surface de la mer, au cœur de la nuit, je parle doucement. Tu sais quoi? Avant que le manque d'oxygène ne coupe le cerveau, toute cette agonie fulgurante s'estompe. Seule la paix demeure. Alors, avant que ce moment n'arrive, on la remonte nous-mêmes, et ensuite on la replonge. Qu'elle se débatte. Qu'elle souffre. Encore et encore. Le treuil tourne. Le seau en fer est remonté à la surface de Léo. La terreur d'avoir survécu brise complètement Eriam. Elle s'effondre et confesse tous ses méfaits, mais aucun de nous ne veut entendre ses paroles en l'air. Eriam supplie à l'agonie, implorant encore et encore pour sa vie. Impossible. L'enfer n'a pas de sortie. Maintenant, une nouvelle série de châtiments commence. Eriam, tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Ce sont tes propres choix stupides et égoïstes qui t'ont mené ici. Tu as détruit la seule personne qui a tout donné pour essayer de te ramener vers la lumière. Elle avait le cœur pur. Tout ce qu'elle voulait, c'était vivre une vie honnête. Cette sœur que j'ai protégée avec toute la tendresse du monde, elle s'est tant battue pour atteindre la lumière. Tu l'as poussée dans les abysses de tes propres mains. Maintenant, chaque péché doit être payé. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-t'en à toi-même. Léo froide et suffocante, chargée de désespoir, engloutit sa conscience morceau par morceau. En pleine mer, ce cycle sans fin de châtiment ne s'arrêtera pas. La lumière du matin balaie la salle. La lumière du soleil se déverse sur la mer infinie au loin. J'ordonne à mon homme d'ouvrir le couvercle. Elle marmonne de façon incohérente, l'esprit à peine là. Mon homme dit que si ça continue, elle ne survivra pas. Je lui réponds que bien sûr, je ne la laisserai pas mourir comme ça. Elle a encore une dette à payer. J'ordonne au bateau de faire demi-tour.
Ce chapitre de son châtiment fait une pause. En regardant les premières lueurs de l'aube, j'ai l'intention de briser cette femme complètement. C'est loin d'être terminé. Le châtiment ne s'arrêtera pas. Je la ferai enfermer dans un hôpital psychiatrique pour le reste de sa vie, dans une obscurité permanente. Tous ceux qui ont fait du mal à ma sœur paieront chaque instant de douleur au double. Le regard de Kim Yeon se posa sur le souci jeté dans une poubelle. Elle ne comprenait pas pourquoi on pouvait jeter quelque chose d'aussi beau. Ses amis pressaient Yann de les rejoindre pour une photo de groupe. Elle revint à l'instant présent et les suivit, se mêlant à la foule. Pendant la cérémonie de remise des diplômes animés, elle espérait secrètement que je sois là à ses côtés. Elle croyait que j'apparaîtrais avec le sourire, les bras chargés de ses fleurs préférées, des pétales virevoltant dans les airs. Ce qu'aucun de nous ne savait, c'est que nos retrouvailles finiraient en tragédie. Dans le gymnase sombre et silencieux, des respirations lourdes résonnent avec le bruit sourd de la fonte. L'homme soulève la barre avec toute l'énergie qui lui reste. Il est à côté de la plaque aujourd'hui. Aucune motivation. Aucune étincelle. Dans le vague, il se rend compte que la professeure qui le poussait à bout lui manque. Elle était la raison pour laquelle il avait trouvé la volonté de s'entraîner. Il pleure sincèrement sa mort. Je m'approche d'elle, recroquevillée sur le sol, et j'appelle son nom, d'un ton froid et monocorde. Avoue ce que tu as fait et dis-moi la vérité. Tu n'as pas d'autre choix. Elle esquive, rejetant la faute de tout sur quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un, c'est le délégué de classe Yom Y Jun. La lumière du soleil inonde la cour de l'école alors que je rassemble toute la classe. J'annonce d'un ton grave que Mariam traverse des problèmes de santé mentale. Elle va prendre un congé prolongé pour se soigner et manquera le reste du semestre. Tout le monde est sous le choc. Personne n'arrive à croire que ça soit arrivé à quelqu'un comme elle. La culpabilité de ce qu'elle a fait l'a rongée tout ce temps, et elle n'a jamais réussi à s'en sortir. Je lance une douce invitation. Quiconque se sent coupable est le bienvenu pour venir me trouver et en parler. C'est tout pour la réunion de classe d'aujourd'hui. Si vous avez quoi que ce soit en tête, ma porte est toujours ouverte. Tout le monde vient d'entendre ce qui s'est passé à cette réunion de classe. Pas vrai? Le professeur principal a déjà frappé, et Marion en a payé le prix. La panique se propage dans le groupe. Ils se regroupent, se prévenant les uns les autres de surveiller leurs moindres faits et gestes. L'un d'eux a des sueurs froides, terrifié à l'idée que le prof sache déjà tout. Ils le savent tous. Ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate, mais l'homme assis en face de Y Jun n'a que faire. Il espère avec arrogance que le professeur viendra s'en prendre à lui en premier, il veut régler ça de front. Il brûle d'envie d'une confrontation directe, prêt à tout régler à coups de poing. Ce qui l'excite encore plus, c'est le fait que je sois le frère de Kim Yan. Y Jun le prévient, si le professeur principal le contacte, il doit faire un rapport immédiatement. Personne n'a le droit de rester sur la touche. Pendant le cours d'EPS, le prof de sport se dit discrètement que ces cours ont depuis longtemps perdu tout leur sens. Les performances sportives ne comptent pas pour l'entrée à l'université, alors élèves et professeurs ont silencieusement convenu de traiter les cours comme du temps libre. Ils les laissent faire ce qu'ils veulent, se disant que c'est juste une soupape pour évacuer tout le stress accumulé. Il ne comprend pas pourquoi je reste là à observer. Pour lui, ça ne rime à rien. Je lui dis clairement. Je veux juste garder un œil sur chacun de mes élèves, jusqu'au tout dernier. La classe regarde avec admiration Baeksan YO enchaîner plus de 20 tractions sans s'arrêter. Il se laisse tomber avec une aisance habituelle et commence à exhiber ses muscles à tout le monde autour de lui. Son physique est si extrême qu'on peut voir les lignes de ses muscles dorsaux de face. Quelqu'un pose une question. Comment a-t-il pu se bâtir un corps pareil en à peine un an? Un élève le dit sans détour. Il doit prendre des stéroïdes. Baeksan Yu explose sur place, exigeant de savoir comment on ose l'accuser d'en utiliser. Son visage se déforme de rage alors qu'il insiste sur le fait que chaque centimètre de son corps a été gagné par un travail acharné et rien d'autre. Il ricane devant le gamin gringalet et déclare que c'est juste une génétique supérieure. Les spectateurs se crispent. Tout le monde sait à quel point il devient instable après un entraînement. La rage bouillonnant en lui, il menace de faire payer le gamin. Calme-toi, sans YO. Le délégué de classe intervient calmement et lui ordonne de lâcher l'élève qu'il plaque au sol. Il lui rappelle que le professeur principal regarde à quelques mètres de là. Sans bout de colère mais recule, visiblement mécontent. Il est prêt à péter les plombs. Tout ce qu'il veut, c'est aller à la salle, soulever de la fonte jusqu'à l'épuisement et frapper le sac de frappe jusqu'au sang en imaginant le visage de Kim Yeon. Il s'attarde sur le souvenir de ce coup de poing. Rien que d'y penser, ça lui donne des frissons. Plan sur la salle de sport. Une affiche sur la porte indique « Jetez les stéroïdes usagés à la poubelle. Ne les jetez pas dans les toilettes. » Il bouche la fosse septique. Sang-Yu marmonne sombrement dans sa barbe. Il a failli tuer ce gamin. Sang-Yu s'injecte ces substances interdites et jette les preuves dans les toilettes. Il met ses écouteurs et se concentre sur son programme. Aujourd'hui, c'est que les bras, sans aucune pitié. Il ne s'arrêtera pas avant de s'effondrer. C'est alors qu'un homme bâti comme une statue s'approche. Eh bien, salut Sang-Yu. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Je suis curieux. Tu t'es injecté quelle dose aujourd'hui? Vous cherchez à vous faire frapper, prof? Sang-Yu riposte furieusement. Ce corps a été forgé avec du sang et de la sueur, jour et nuit. Ça vous pose un problème? Sale gamin, j'ai vu ton bilan de santé de l'année dernière. Garde tes excuses. Même taille, 20 kilos de plus. C'est déjà largement au-dessus d'un développement normal.
Un corps qui reste assis dans une classe toute la journée ne peut pas devenir aussi musclé et sec uniquement avec un régime. C'est physiquement impossible. Quoi? Les cours de sport? Monter les escaliers? Passer ici lors de ton jour de repos mensuel? C'est tout ce que tu as comme programme? Tes deltoïdes et tes trapèzes sont beaucoup trop développés. Ça ne pousse pas comme ça naturellement. Tu en as beaucoup consommé. Bien sûr, que tu en prennes ou non ne regarde que toi. Mais si c'est tout ce que tu as à montrer, honnêtement, c'est pitoyable. Tu es en colère en ce moment, n'est-ce pas? C'est ce que provoque une consommation à long terme. Tu n'arrives pas à contrôler tes nerfs. Alors tu as passé tes nerfs sur ton ancienne prof principale. C'est bien ça? Tu veux me frapper de la même manière que tu as frappé Kim Yeon, Sang-yu? Il est décontenancé. Comment le nouveau prof principal peut-il être au courant d'un truc aussi intime? Et alors, si je l'ai frappé, qu'est-ce ce que vous allez y faire exactement? Ce petit con, je le bouscule à peine et il commence déjà à craquer. Il s'embrouille, incapable de deviner qui a parlé ou comment gérer la situation. Je n'ai même pas besoin de faire ce que j'ai fait à Hong Areum pour le pousser à bout. Franchement, je n'ai pas le temps de me battre avec toi. Ses muscles sont faux de toute façon. Tout gonflé et tout mou. Aucun intérêt. Sang-yu veut savoir si je pense qu'il est faible. Je lui réponds clairement. Oui. Il menace de me casser la figure. Prof ou pas, il ne se retiendra pas. Arrête ça, Sang-yu. Pas de bagarre dans la salle. Combien de fois dois-je le répéter? C'est Guak Daebo, le propriétaire de cette salle. Sang-yu serre les dents. Ça fait un moment qu'il n'a pas pu frapper quelqu'un. Le propriétaire en rigole et le couvre. Les garçons resteront des garçons, toujours à se chamailler. Que puis-je faire d'autre que de laisser couler? Le propriétaire lui dit de dégager et de ne pas causer de problème aujourd'hui. Sang-yu n'a même pas fini de s'échauffer. Sors d'ici. On n'a pas fini de parler de ce que tu as balancé dans les toilettes. Ne fais pas toute une histoire comme la dernière fois. Sang-yu n'a rien à dire. Il s'éloigne en silence. Plus il y pense, plus il devient fou de rage. Il jure que si je l'insulte encore, il me mettra à terre pour de bon. Je trouve un endroit avec le propriétaire et m'assois pour parler de Sang-yu. Il veut de n'avoir appris à Sang-yu qu'à se muscler, et jamais à bien se comporter. Je saisis l'occasion pour le sonder. Je veux avoir une idée plus claire du passé de Sang-yu. Au moment où j'aborde le sujet des substances illégales, son visage s'assombrit. Fort de ses années d'expérience dans le milieu, il déclare catégoriquement qu'il n'y a aucun signe de dopage chez Sang-yu. Alors vous vous trompez. Les signes sont déjà visibles. Mais j'accueille son déni avec un sourire et n'insiste pas. Au moment de partir, Guak Daebo m'interpelle. Il a une question. Vous avez une sacrée carrure. Comment vous vous entraînez? Je ne me suis jamais entraîné exprès pour ça. C'est venu avec le métier. Avec plus de 20 ans dans le métier, il voit bien que je ne suis pas franc avec lui. Ce prof, à tout le moins, était un sacré athlète. Un frisson parcourt le dos du propriétaire. Il sait attaquer à plus fort que lui. Sang-yu marche dans la rue, toute cette rencontre ayant ruiné son rythme pour la journée. Il n'arrive pas à comprendre comment j'ai vu clair dans son jeu, ni comment j'ai même soupçonné qu'il utilisait des substances dopantes. Sa tête est sur le point d'exploser. L'anxiété et la panique le poussent à bout, mais il sourit d'un air narquois. Il est impossible que ce prof puisse lui faire porter le chapeau. Une recherche dans les dossiers confirme que Sang-yu a été signalé pour comportement violent envers une professeure. Les détails de l'incident étaient flous. Sans preuve solide, aucune plainte n'a pu être déposée. Sale gosse, je pourrais détruire ta vie sans même transpirer, mais je ne vais pas me précipiter. Je dois réfléchir minutieusement à la façon de récupérer tout ce qui est dû, le capital et les intérêts, jusqu'au dernier centime. Et puis il y a le propriétaire de la salle de sport, un vétéran du culturisme, qui se plie en 4 pour couvrir Sang-yu. Lui aussi a les mains sales. Ce réseau est bien plus vaste que je ne le pensais. Dans un coin isolé de la cour du lycée, Sang-yu prend 2 élèves à part et leur montre le contenu de son sac à dos. Ils sont curieux. Qu'est-ce ce qui peut bien être si secret? Il dit d'un ton suffisant qu'il veut bien faire une exception et leur révéler un raccourci. Sang-yu dévoile ce qu'il y a à l'intérieur. Le sac est rempli de stéroïdes illégaux conçus pour faire gonfler le physique en un rien de temps. Les élèves reculent de stupeur. Ces produits ne sont pas seulement illégaux. Ils peuvent te tuer. Sang-yu se contente de ricaner, complètement indifférent aux effets sur son propre corps. Il se vante d'avoir sélectionné les substances les plus puissantes du marché et propose de leur apprendre à les combiner à prix réduit. Faites-moi confiance. Dès que vous commencerez, vous deviendrez de véritables bêtes. Un frisson lui parcourt l'échine. Quelque chose cloche. Sale gosse, tu deals dans l'enceinte du lycée? Plutôt audacieux. Viens avec moi. On dirait que tu as besoin d'une bonne correction. Je dis calmement aux 2 élèves de retourner immédiatement en cours. De la fermer, et je leur assure qu'ils ne seront pas tenus pour responsables. Ils s'enfuient à toutes jambes pour prendre leur distance, laissant Sang-yu seul face à ce qui l'attend. Je les mène dans le bureau des conseillers. Il résiste encore à chaque pas. Il nie catégoriquement tout trafic. Il insiste sur le fait que tout ce qui se trouve dans ce sac est strictement pour son usage personnel. Il veut bien admettre leur avoir montré les produits. Mais il refuse d'avouer en avoir vendu. Je vais droit au but. Tu ne viens pas de dire que tu n'aimes consommer pas? Je ne te crois plus. Assume. Où as-tu trouvé ça? Sang-yu répond par la provocation. Il sort ses relevés bancaires et me met au défi de trouver quoi que ce soit de suspect. Jouant sur son statut de mineur,
Il affirme avec audace que son professeur n'a aucune autorité pour enquêter là-dessus. Dans sa tête, il est sûrement en train de tout calculer. Tout nier en bloc maintenant. Gagner du temps. Trouver une solution plus tard. Je lui dis calmement. Je me fiche pas mal de savoir s'il est consommateur ou dealer. Il me fixe, complètement décontenancé. Il n'aurait jamais deviné ma véritable intention. J'étale les photos sur la table. Tout ce qu'il a fait à Kim Yeon, dans les moindres détails. Le visage de Sang-woo se vide de son sang. Il n'avait aucune idée que je possédais tout ça. Il avait caché ses photos dans un casier. Comment ont-elles pu atterrir entre mes mains? J'avais déjà remonté toute la chaîne. Le patron de la salle de sport est la clé cachée de toute cette affaire. Retour quelques jours plus tôt. Tard le soir à la salle de sport. Guak Daebo, à ton tour. Il ne comprend pas pourquoi le professeur principal a soudainement débarqué chez lui. Je vais droit au but. Toutes les substances interdites que Sang-woo a consommées proviennent de cette salle. Tu es la source. Il s'occupe de la distribution. C'est un beau petit business que vous avez là tous les deux. L'expression du patron change radicalement. Il exige de savoir de quel droit je le traite de criminel de la drogue. Je déballe tout. Ancien membre de l'Association coréenne de culturisme, maintenant englué jusqu'au cou dans un trafic clandestin. J'expose son passé. Il a violemment agressé une femme enceinte dans un parking, un lourd casier judiciaire. Puis vient le procès. Il a réussi à réduire sa peine en prétendant que les produits avaient altéré son état mental à l'époque. Je le dis sans détour. Il n'a jamais arrêté. Il trempe toujours dedans. La succession de scandales a mis fin à sa carrière de culturiste, un avenir prometteur détruit de ses propres mains. Après avoir pris ta retraite, tu as payé le prix fort pour un local super bien situé qui ne peut absolument pas générer un profit légal. Tu as échoué en tant qu'athlète et en tant qu'homme d'affaires. Vendre des substances illégales est ton seul moyen de payer le loyer. Humilié et furieux, ils tentent de s'en prendre à moi. On dirait qu'ils ont tous les deux le sang chaud. Je regarde le patron étalé sur le sol. Il y a encore une chose que je dois savoir. Coopère honnêtement, et je couvrirai tout. Jusqu'au moindre acte illégal que tu as commis. Je lui demande les détails sur le jour où Sang-woo a frappé la précédente professeure principale. Il panique, s'empressant de faire l'idiot et prétendant ne rien savoir. Il affirme que Sang-woo n'a frappé qu'un membre de la salle et qu'il a réglé ça en privé il y a bien longtemps. Je continue de lui mettre la pression, dis-moi la vérité, et n'essaie pas de t'en tirer avec des mensonges. Il jure que chacun de ses mots est vrai. Il a même l'accord à l'amiable de l'époque pour le prouver. Il admet avoir vu la précédente professeure principale, Kim Yeon. Il a vu Sang-woo la guider personnellement pendant un entraînement. Ils étaient tous les deux inhabituellement proches. Sang-woo était complètement obsédé. Il s'absentait en fixant sa photo pendant l'entraînement. Le propriétaire me dit que Sang-woo cachait ses photos volées dans un casier de la salle, et il est prêt à l'ouvrir en échange de la paix. Retour au présent. Dans la salle d'orientation, je pose les photos sur la table. Elles ont sans aucun doute été prises par lui. Sang-woo commence à perdre les pédales. Il n'arrive pas à croire que j'ai réussi à ouvrir son casier verrouillé. Il refuse de céder, prétendant avoir trouvé les photos dans la classe, ni les avoir prises, ni toute mauvaise action. De toute façon, elle est morte. À quoi ça sert de remuer tout ça? Laissez tomber. C'était une bonne professeure. Je suis un bon élève. On s'est toujours bien entendu. Qui a-t-il à suspecter? Et les cours vont commencer, alors je dois vraiment y aller. Sang-woo essaie de partir, menaçant de sortir pour retourner à ses compléments. Sale gosse, j'ai dit que tu pouvais partir? L'usage excessif de stéroïdes peut provoquer une insuffisance cardiaque. Je m'inquiète sincèrement pour toi. En tant que ton professeur principal, je devrais vraiment t'envoyer faire un bilan de santé. Et s'il trouve quelque chose, eh bien, ça te vaudra un semestre entier de congé maladie. Que penses-tu de cet arrangement? Un coup de poing et il est KO. Quand il reprend connaissance, il se retrouve attaché à une chaise, sans savoir pourquoi. Je sors de l'ombre et je lui dis calmement que je vais lui apprendre la maîtrise de soi. Je sors une seringue. Il panique et se débat. Aucune idée de ce que je m'apprête à faire. Je lui dis de coopérer, et sa dette pourra être remboursée petit à petit. Tout ce qui t'arrive en ce moment est le résultat des choix que tu as obstinément fait toi-même. Son sang se glace au moment où il réalise. Cette seringue est remplie d'estrogène. Je suis vraiment curieux de voir comment ton corps réagira après une injection. Sang-woo commence à parler ou je te l'enfonce. Sang-woo a des sueurs froides. Il ne veut pas devenir efféminé. D'accord. Je vais parler. Éloignez juste cette aiguille. On peut s'arranger. Tu ferais mieux de ne pas me mentir, minable. Sang-woo prend une grande inspiration et commence à parler. Il jure que tout est vrai. Quand Kim Yeon est arrivée, je ne pensais pas grand-chose d'elle. Bien sûr. Elle était jolie, mais honnêtement, je m'en fichais. L'école n'avait aucune importance. Ma seule priorité a toujours été l'entraînement. On se croisait à peine, à l'époque. Elle apprenait à connaître ses élèves. Je dormais et je laissais mes muscles récupérer. Notre première vraie conversation a commencé par un commentaire fait par quelqu'un d'autre. Tout a changé le jour où elle a été accusée d'avoir volé le sac de Hong Areum. Attends, tu es sûr de ne rien savoir de ce qui a mené à ça? Il se défend par réflexe. Il ne s'intéressait pas à quelqu'un qui passait ses journées à faire des streams à guicheur. Très bien. Continue. À l'époque, il passait ses pauses déjeuner sur la barre de traction. Rien d'autre ne comptait. Juste la brûlure dans ses dorsaux. Ce jour-là,
Sang-Yu faisait des tractions tout seul. Comme toujours. Puis une voix toute proche l'a déconcentré. Quelqu'un qui s'exclamait de surprise. Sang-Yu s'est retourné et s'est retrouvé face à Kim Yi-an. Elle a dit qu'elle cherchait une occasion de lui parler. Il a supposé qu'elle était là pour s'expliquer sur l'accusation de vol. Il avait tort. Elle lui a demandé, « Que veux-tu faire de ton avenir? Quels sont tes rêves ?» Elle a dit avec un sourire qu'en tant que sa professeure principale, elle voulait savoir où il s'imaginait aller. C'était la première fois que quelqu'un le regardait de cette façon et lui demandait, sérieusement, ce qu'il voulait. Sang-Yu, un peu gêné, a avoué qu'il voulait devenir bodybuilder naturel. C'était ça, un vrai homme, disait-il, et c'était cool. Les yeux de Kim Yi-on se sont illuminés, sa voix remplie d'une sincère admiration. Être complimenté par elle de la sorte, Sang-Yu n'a pas pu s'empêcher d'en être secrètement ravi. Et juste comme ça, échange après échange, la distance entre eux s'est lentement réduite. D'accord. Je n'ai pas besoin de tout ça. Dis-moi, as-tu usé de violence contre Kim Yi-on? Sang-Yu prend une lente inspiration. Il finit par l'admettre. Bien. On commence à avancer. Non. Attendez. Il s'empresse de clarifier. Il y avait une raison. Je suis curieux. Quelle raison pourrais-tu bien avoir? Sang-Yu commence à raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Après les cours, il a réalisé qu'il avait oublié quelque chose et a couru vers la classe vide. Il avait une seringue sur lui et n'a pas pu résister à la tentation. À ce moment-là, la porte de la salle de classe s'ouvrit à la volée. Kim Yi-on se tenait sur le pas de la porte. Son visage en disait long. Sang-Woo se figea. Il faillit lâcher la seringue qu'il tenait. La voix de Kim Yi-on était lourde de déception. Ne disais-tu pas vouloir devenir un bodybuilder naturel? Ces mots transpercèrent toutes les couches de faux-semblants qu'il s'était forgés. Il voulut se défendre, mais la seringue dans sa main rendait chaque mot vain. Kim Yi-on a dit, ce n'est pas de la force. C'est la fuite d'un lâche. Le mot lâche résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Il revit un éclair de son ancien lui dans le miroir, la peau sur les os, petit et impuissant. Il refusait de redevenir ainsi. Sang-Yu explosa. La rage qui l'habitait n'avait plus d'échappatoire. Et à cet instant, il donna un coup de poing, mais le regretta aussitôt, tomba à genoux et implora son pardon. Elle a souri et a dit que ce n'était rien. Donc tu prétends n'avoir rien à voir avec la mort de Kim Yi-an? Bien sûr que non, insista-t-il. C'était cette onde Narim. Tu t'es déjà occupé d'elle, n'est-ce pas? Alors pourquoi t'en prendre à moi? Ainsi tu es au courant pour On Narim. Intéressant. Pourquoi penses-tu que je me suis déjà occupé d'elle? Espérais-tu que je découvre que Kim Yan avait été piégé pour pouvoir rejeter toute la faute sur On Narim? Mais On Narim m'a déjà tout dit à ton sujet. Tu crois que ce qui s'est passé entre toi et Kim Yi-on n'était qu'une simple altercation? Pensais-tu vraiment que quelques mensonges suffiraient à t'en tirer? Je t'avais pourtant dit de ne pas me mentir. Tu ne saisis toujours pas la situation dans laquelle tu te trouves. Sang-Yu hurle. Il ne pensait pas que j'irais jusqu'au bout avec l'injection. Je vais parler. S'il te plaît, range ça, enfoiré. Je suis à court de patience. Faisons appel à une partie neutre. Je pense qu'il en saura plus sur la vérité. Sans YO ne s'attendait pas à ce que je fasse venir le délégué de classe. Jun arrive. Il a été convoqué. Comment ça va, monsieur le délégué? Je crois que ce minable est responsable de la mort de Kim Yi-on. Je n'arrive pas à démêler le vrai du faux, alors je te demande d'en juger d'après tout ce que tu as vu et entendu. Dis-moi ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Auparavant, j'avais déjà demandé si YO était responsable de la mort de Kim Yi-on. Jun a l'air complètement perdu, comme s'il ignorait de quoi je parlais. As-tu oublié? C'est toi-même qui l'as dit. Tu as dit que tu ferais tout ton possible pour m'aider à trouver le tueur. Si tu veux vraiment la vérité, alors on fera à ma façon. Aide-moi à trouver l'assassin. Qu'en dis-tu? Attends. Pourquoi es-tu là aussi? Ne reste pas planté là. Détache-moi et appelle la police. Pourquoi restes-tu là comme une statue? Putain, qu'est-ce ce que tu fais? Kim Sang est complètement fou. Il allait m'injecter des estrogènes. Appelle la police, tout de suite. Arrête ton numéro. Pour l'instant, Sang-Yu est ma cible principale, mais il reste des zones d'ombre. Ce déchet a réussi à distribuer des substances interdites à l'école sans jamais se faire prendre. Et vu ses liens avec le propriétaire du gymnase, ça fait au moins 1 an qu'il fait ça sans que personne ne s'en aperçoive. Contrairement à On Mariem, il n'y a même pas la moindre rumeur qui circule à son sujet parmi les élèves. Le prof de sport a mentionné que notre classe avait rarement des incidents. Il y a une raison à cela. Chaque fois qu'un conflit éclatait, Jun était là pour le désamorcer discrètement avant que ça ne dégénère. Il a plus de contrôle sur cette classe que n'importe quel professeur. Alors, est-il possible qu'il couvre Sang-Yu depuis le début? À l'hôpital, mon contact a mentionné que toutes les agences d'investigation avaient refusé de fouiller dans son passé. Cela n'arrive que lorsqu'une cible est jugée extrêmement dangereuse, et il est cet élève auquel personne ne veut toucher. S'il refuse de dire la vérité maintenant, il est très probable qu'il soit impliqué. Jun tapote l'épaule de YO et dit calmement. La plupart de ce qu'il a dit, ce sont des mensonges. Tu essaies de me faire tuer, Jun? Lâche-moi. Très bien alors. Dis-moi ce qui s'est réellement passé. YO montait depuis le début. Il avait des vues sur Kim Yi-on depuis le premier jour. Dès le tout premier jour, il lui a dit effrontément qu'il voulait qu'elle soit sa petite amie. Kim Yi-on, prise au dépourvu et sans issue,
a gentiment tracé une limite et tenté d'esquiver la situation, mais il n'a jamais reculé. Ça n'a fait qu'empirer. Il n'arrêtait pas de l'assaillir avec des remarques tendancieuses. Dans le couloir, il l'a suivi et l'a invité à sortir sans la moindre gêne. Kim Yan s'est finalement arrêté, l'a appelé par son nom pour la première fois, la voix glaciale. Une lueur d'excitation a traversé ses yeux. Il pensait vraiment qu'elle avait changé Davis. Il s'est persuadé de comprendre ce qu'elle voulait, supposant intérieurement qu'elle était attirée par les hommes musclés. Tu es vraiment mignon. Arrête de faire ce genre de caprice à ton professeur. D'accord? Il a été un peu décontenancé. Une prof aussi séduisante venait de le traiter de mignon. Cette conversation dans le couloir avait déjà été surprise par les élèves qui passaient. Un Garium regardait Sang Yu s'éloigner, l'air satisfait de lui-même. Espèce d'idiot. L'année dernière encore, tu disais que j'étais le seul. On va bien voir ce que ça donne quand je te dénoncerai. Et c'est ainsi que la rumeur s'est répandue en ligne. Mademoiselle Kim avait catégoriquement rejeté Sang Yu. Les élèves se moquaient de lui dans son dos. Sang Yu était furieux, essayant de découvrir qui avait eu le culot de lancer ça. Après ça, il s'est complètement renfermé. Il regardait Kim Yeon comme si elle était transparente. Kim Yeon le regardait s'éloigner, ses yeux porteurs d'une compréhension silencieuse et fatiguée. Puis un jour, de nulle part, Kim Yeon a demandé au délégué de classe à quoi Sang Yu s'intéressait-il vraiment. Elle a dit qu'elle avait remarqué qu'il l'évitait délibérément, et elle voulait trouver un moyen de tisser des liens avec lui. Jun a réfléchi et lui a dit, complémente son physique et parle-lui de musculation. Il n'en faut pas plus avec Sang Yu. Demande-lui de t'apprendre à t'entraîner, et il ne s'arrêtera plus de parler. Le lendemain, Kim Yeon a fait le premier pas. Sang Yu pouvait ressentir la chaleur et la bienveillance dans sa façon de lui parler. Lentement, la distance entre eux s'est réduite. Un jour, le cours de sport s'est terminé plus tôt. Sur le chemin du retour vers la classe, ils ont entendu des cris. Cette voix grossière qui hurlait, c'était indéniablement Sang Yu. Au moment où ils se sont précipités à l'intérieur, la scène les a glacés d'effroi. Mademoiselle Kim, toujours si douce, s'est pris un coup de poing direct de Sang Yu en plein ventre. Elle a poussé un cri étouffé, son visage s'assombrissant de douleur. Le visage de Sang Yu était déformé par une satisfaction hideuse, disant à Kim Yeon de ne plus jamais le traiter de faible. Il a piétiné sa dignité et a hurlé à propos de sa soi-disant robustesse. Jun s'est précipité et l'a repoussé. Kim Yeon a refusé leur aider à quitter la classe toute seule. C'est tout ce que Jun sait. Tu es sérieux, là? Tu viens de lui balancer tout ça. Tu essaies de me faire tuer? Tu es censé me couvrir. Dis quelque chose pour me défendre. Tu veux que je me fasse battre à mort, Jun? Très bien. Tu peux y aller, dis-je. Je ne fais toujours pas totalement confiance à ce délégué, mais Sang Yu n'est peut-être pas celui qui a vraiment fait ça. Je donne un coup de pied à Sang Yu qui s'effondre au sol. Allez-y doucement. S'il vous plaît, prof, tu vas t'en sortir. Les accros à la muscu savent encaisser. Jun l'interrompt. Il dit qu'une partie de ce que Sang Yu m'a raconté était en fait vrai. Par exemple, Mademoiselle Kim lui a vraiment pardonné. Exactement. Elle m'a pardonné. C'est vrai. Mais pas son frère. Encaisse comme un homme. Tu aimes frapper les gens? Voyons comment tu gères ça. Pas le visage. D'accord? Épargnez mon visage. Non. Cette nuit n'allait de toute façon pas être paisible. Mon poing s'abat. Le sang gicle. Ce n'est pas suffisant. Je le frappe encore, en plein visage. Sang Yu sent sa conscience lui échapper. Il croit voir le paradis. On dirait bien que c'est pour ce soir. Sa vision se brouille. Son esprit se vide. Un bourdonnement emplit ses oreilles. Jun observe la scène de côté. Sang Yu ne parvient plus à distinguer son visage, mais il ne cesse de se répéter, Jun trouvera un moyen de le sauver. Il le faut. Il y a quelques nuits, Jun a appelé Sang Yu et lui a dit de le rejoindre. Les lumières de la ville s'éparpillaient sous eux comme des diamants brisés. Sang Yu a demandé pourquoi il l'avait fait venir. J'ai un pressentiment, a dit Jun. Tu es sur le point de devenir la prochaine cible de Kim Sang. Quoi qu'il soit arrivé à Hong Areom, elle a été interrogée. C'est une certitude. Elle a été témoin de ce que tu as fait. Elle va te pointer directement du doigt. Tu dois être prêt. Ne laisse pas Kim Sang te prendre au dépourvu, c'est moquer Sang Yu. Peu importe. Mais toi, ton inquiétude pourrait bien être justifiée. Si tu n'étais pas aussi vif et calculateur avec tout ça, tu ne gagnerais pas autant d'argent. Tu es peut-être l'élève le plus riche de toute la Corée. Jun a posé une main sur l'épaule de Sang Yu. Quoi qu'il arrive, ne dis pas la vérité à Kim Sang. Si tu parles, aucun de nous ne s'en sortira. Si ça tourne mal, j'interviendrai. Sang Yu a ri et a repoussé sa main. Dans quel genre de pétrin pourrait-il bien se fourrer? Il a promis sans l'ombre d'un doute. Il ne parlerait jamais, quoi qu'il arrive. Au moment où ce point l'a touché, il a compris. Les promesses ne signifient rien face à la douleur. Maintenant, il veut tout avouer, mais tout ce qui sort de sa gorge est un gargouillement humide. Sauve-moi, Jun. Je ne pourrai pas tenir beaucoup plus longtemps, mais Jun reste planté là, tranquillement amusé. Il n'a jamais eu la moindre intention d'intervenir. Si Kim Sang ne l'avait pas appelé ici, il n'aurait même pas eu le privilège d'assister à ça. Je jette un regard vers Jun. Il n'a pas fait le moindre geste pour protéger son partenaire. Dans une situation pareille, n'importe quel adolescent normal aurait fui ou appelé la police,
mais il se contente de regarder. Pense-t-il vraiment que je l'ai mis hors de cause? Jun sait que je ne recours pas habituellement à la force brute, et pourtant, je l'étale juste sous ses yeux. Non. Il sait que c'est un test. Il doit réagir de la façon dont un élève normal le ferait. Ce délégué de classe est tout sauf simple. Il ne s'enfuit pas et ne passe pas non plus à l'action. Est-il en train de jouer la comédie pour moi? C'est très bien. J'ai ma propre analyse de la situation. Inutile de continuer à forcer. Quand cette raclure se réveillera, un autre interrogatoire me dira tout ce que j'ai besoin de savoir sur Jun. Jun est encore en train d'y réfléchir. Dans une telle situation, je n'ai pas écarté mes soupçons à son égard, mais je ne l'ai pas non plus interrogé directement. Le vrai problème, c'est que Sang Yu finira par craquer. Ce n'est qu'une question de temps. Donc au final, il n'y a pas d'échappatoire pour moi non plus. J'appelle le délégué de classe. Je lui dis d'arrêter de rester sur le côté. Je le laisse partir. Le garder ici ne me servira à rien de toute façon. Si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Jun se force à rester calme et me demande si je n'ai pas peur qu'il aille dénoncer ça à la police. Allons, monsieur le délégué. Si tu étais si vertueux, tu aurais appelé une ambulance quand Kim Yeon a sauté de ce toit. Tu aurais même pu verser une larme. Ce n'est pas toi qui m'as demandé d'enquêter? Je ne fais que corriger le comportement d'un mauvais élève. Ce que je ferai de lui après ça ne te regarde pas. Il a peut-être encore quelques vérités à révéler. Et s'il laisse échapper quelque chose par accident, s'il cite un nom, ce serait parfait. Mais s'il insiste pour se cacher derrière des mensonges, je lui ferai regretter de m'avoir rencontré. La pression est étouffante. Jun s'apprête à partir. Je lui dis de venir en classe demain comme si de rien n'était et de rester discret. Mais Jun se pose des questions. Il a beaucoup de choses à demander. Même lui veut trouver le véritable responsable. Mais ça, tu le découvriras le moment venu. Plus de questions. Pars. Gamin, tu me poses des questions alors que je n'ai même pas encore réglé ton problème. Tu n'es certainement pas tiré d'affaire. Que tu sois ou non l'un des acteurs principaux, je tirerai cette affaire au clair. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Qui lui a fait ça? L'homme blond qui se tient devant eux exige des réponses. Était-ce Jun? Il pointe du doigt Sang Yu au sol. Tu l'as battu jusqu'à le mettre dans cet état. Comment je suis censé récolter son argent maintenant? Jun se crispe et demande qui il est. J'ai demandé si c'était toi qui avais fait ça. Je ne t'aille pas demandé de poser des questions. Tu cherches les ennuis? Je dis au blond de se calmer et je lui demande qui l'a envoyé recouvrir les dettes. Il rigole. Il s'était trompé de cible. Maintenant, c'est moi qui l'a en ligne de mire. Tu as le sens du timing. Arrivé à cette heure-ci, à cet endroit précis, il prétend ne pas avoir de patron. C'est un partenariat commercial. Parce que je l'ai mis dans cet état, le blond est contrarié. Lui-même ne frappe pas aussi fort. Il dit qu'il emmène Sang Yu avec lui. La dette n'est pas négligeable. Es-tu au courant qu'il y a une hiérarchie dans les dettes? Plus la priorité est haute, plus elle est réglée vite. Et je suis le créancier prioritaire. Le blond demande pourquoi j'ai la priorité. Qui a instauré cette règle? Je lui dis, mot pour mot, c'est moi qui l'ai instaurée. Tu as un problème avec ça? Il rigole. Donc les règles changent partout où tu vas. C'est comme ça que ça marche? Les négociations sont terminées. Alors on va régler ça comme ça? Il dit qu'il fait ce qu'il veut, qu'il frappe qui il a envie de frapper. Il met les choses au clair. À partir de ce moment, c'est lui qui commande ici. J'encaisse son coup de poing à pleine puissance sur mon épaule sans même broncher. Le blond réalise que, même si je l'avais attaqué par le côté, il n'aurait pas eu le temps de réagir. Très bien. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Au moment où son poing part, je lui renvoie le mien. Je sais que ce n'est pas qu'un simple recouvrement de dette. Il a une autre raison d'être ici. Dis-moi, qui t'a envoyé? Il tient bon. Juste là pour récupérer mon argent. Rien d'autre. Il dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas affronté quelqu'un qui en vaille la peine. Autant échanger nos noms d'abord. Il donne son nom, Nam Ycochul. Son passé défile dans mon esprit. L'homme qui tenait une petite pharmacie dans la province de Gangwon. Maintenant, il est à Séoul pour une seule raison, beaucoup d'argent. Je dois avouer que celui-ci me pose plus de problèmes que prévu. Il dit que Sang Yu a accumulé des dettes depuis un bon moment. Il est temps de passer à la caisse. Assez parlé de moi, dit Nam Ycochul. À ton tour. Il a l'air sincèrement confus. Il ne s'attendait pas à ce que je sois encore debout. Je m'appelle Kim Sang, je suis juste un professeur ordinaire. Un professeur? Sérieusement? C'est impossible. Alors, ce gamin chétif par terre, c'est l'un des tiens. Sang Yu est un élève lui aussi. Je suppose que tu lui as appris quelque chose. Quel genre de prof punit physiquement ses élèves? Pousse-toi de là. J'ai des choses à lui demander. Même en supposant que tu sois juste là pour recouvrer une dette, comment as-tu trouvé cet endroit? Pour l'instant, Jun est la seule personne qui connaissait cet endroit, mais il ne semble pas connaître Jun. Il joue la carte de la décontraction. Il n'y a absolument rien de spécial à ça. Il sort son téléphone. Les élèves de nos jours utilisent tous cette application de partage de position. Créée à l'origine pour les amis et les couples, mais c'est incroyablement utile pour le recouvrement de dettes, comme je m'en doutais. En apparence, ça tient la route, mais il y a quelque chose qui cloche. Je le sens maintenant, comme si je me tenais sur une scène que quelqu'un d'autre a construite pour moi. Il a répondu à ma question. Maintenant,
il en a une pour moi. Tu n'es pas vraiment un prof, n'est-ce pas? Il ne sait pas pourquoi je le cache, mais ceux qui ont vécu cette vie finissent toujours par le remarquer. Le regard de quelqu'un qui a traîné dans la rue, avant ou maintenant, est différent de celui des autres. Il me le dit sans détour, quelqu'un comme moi ne négocie jamais. Quand on se bat à mort. Il me demande si je veux en rester là. Tout ce que je veux, c'est garder Sang Yu. Après quelques échanges, il a cerné la situation. S'il continue, il repartira d'ici avec quelque chose en moins. Il dit qu'il recule, mais derrière lui, un groupe d'hommes armés se rapproche. Le blond, qu'est ce qui est arrivé au combat à la loyale? On dirait bien que c'est toi qui devrais partir, prof. Je scrute la foule. C'est une énorme démonstration de force juste pour récupérer une seule personne, comme s'il était prêt pour la guerre. 42 personnes juste pour choper un élève sous substance illicite. Intéressant. Mon plus gros problème en ce moment, c'est Yi-Jun. Je ne peux pas le protéger et m'occuper de cette foule en même temps. Yi-Jun est louche. C'est indéniable. Mais pour l'instant, ça reste juste un élève incapable de se protéger. Si j'implique une personne innocente là-dedans et qu'elle se fait blesser, cette dette retombera sur moi. Très bien. On dirait que je dois me retirer. Je dis au blond que je lui livre Sang Yu, mais de ne pas le tuer. Il me doit encore de l'argent. Et celui-ci, il n'a rien à voir là-dedans. Je l'emmène avec moi. Il me dit de ne pas m'inquiéter. Personne n'est assez stupide pour commettre un meurtre de nos jours. Le blond me tapote l'épaule. Allez, fiche le camp d'ici. Il me remercie d'y être allé mollo avec lui. Il dit qu'il me doit un verre. Quand tu veux. À la prochaine, mec, dit le blond. Coupure sur la ligne d'horizon de la ville à la tombée de la nuit. Yi-Jun n'arrive pas à y croire. Kim Sang a livré Sang Yu comme ça, puis l'a renvoyé chez lui sans la moindre hésitation. Il s'attendait à ce que je creuse davantage, mais j'ai simplement laissé filer ma seule piste. Il se demande même si son histoire était si convaincante qu'elle m'a fait abandonner l'enquête. Le blond hausse les épaules, indifférent. C'est simple. Kim Sang a mordu à l'hameçon. Il se moque ouvertement. C'est impossible que je n'ai pas compris que c'était Y-Jun qui les avait prévenus. Y-Jun dit qu'il est beaucoup trop tôt pour se relâcher. Il rappelle au blond que, même s'ils ont concocté une excuse plausible pour emmener Sang Yu et une explication sur la façon dont ils ont trouvé l'endroit, la raison de leur intervention à ce moment précis reste sans réponse. Le blond insiste sur le fait que leur prestation était parfaite. C'est impossible que quelque chose ait paru louche. Y-Jun lui rappelle à nouveau que Kim Sang n'est pas du genre à être sous-estimé. Ce qui inquiète le plus Y-Jun, c'est que je parte à la recherche de Sang Yu. Il presse le blond. Où est-il maintenant? Le blond n'a pas l'air perturbé du tout. Ne t'inquiète pas pour ça. Kim Sang ne reverra plus jamais Sang Yu. Coupure sur un terrain vague. Sang Yu est ligoté au fond d'une fosse profonde, la bouche bâillonnée, tandis qu'un homme à côté de lui lève une pelle, prêt à l'enterrer vivant. Depuis le fond de la fosse, Sang Yu ne laisse échapper que des cris étouffés et désespérés. Le blond sourit avec satisfaction. Kim Sang va passer le reste de sa vie à chercher, puis son téléphone sonne. Un de ces hommes, la voix tremblante, lui signale que quelque chose a mal tourné. Y-Jun le ressent immédiatement. Quelque chose cloche vraiment. Son expression change. Le blond panique lui aussi, posant des questions l'une après l'autre, mais l'autre bout du fil reste silencieux. Je te l'avais dit, le blond. Ne le tue pas. On se reverra. Tu as 30 minutes. Viens me chercher.